vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue. Nous sommes très très heureux de recevoir pour la énième fois Rav Ben Chetrit dans la communauté de Pantin. Baruch haba Rav Ben Chetrit. On vous dit dès à présent Kol HaKavod et merci pour cet honneur de venir et ce chizuk que vous allez nous donner ce soir. Je vous souhaite à tous et à toutes une très très bonne soirée et vous aurez l'occasion d'ici déjà peut-être 2 jours je crois, dès lundi, de voir cette conférence en ligne sur 613 TV Bezrat Hashem. Shavua Tov, Mazal Tov. Alors Shavua Tov à toutes et à tous. Donc on va commencer par dédier donc les Ilou Nishmatam. Vous répondez Amen. Pour Myriam Bat Baya, Yosef Ben Fradji, Avraham Ben Simcha, Orkine Meseuda Bat Baya Baruch, le Bet Tayeb. Pour M. Serge Benata, Mimoun Ben Zora, Ochayon Zari Bat Aïcha, pour Sarah Bat Frida, et pour la Refoua Shelema de Liora Bat Raya. Amen. Qu'Hachem il envoie une Refoua Shelema avec Aaron parmi tous les malades d'Israël. Amen. Et pour Chaim Ben Yara. Donc après le cours, on fera une nouvelle série si vous êtes Hachem. Alors, le thème qui a été choisi, vous l'avez vu le thème ou non? C'est normalement non plus. Donc, en fait, dans la paracha qu'on a lu aujourd'hui, il y a un passage très très riche, très important et très complexe qu'on va essayer d'éclairer ensemble. J'espère qu'on aura le loisir et la capacité pédagogique de faire passer le message. Mais en fait, c'est le moment où Akadosh Baruch Hu demande à Moshe Rabbeinu de faire sortir les Bnei Israël d'Égypte. Et ça fait bizarre là, ou pas? Bon, alors, et à ce moment-là, Moshe lui demande par quel nom je dois te nommer aux yeux des Bnei Israël. Comment je dois te nommer? Quel nom je dois te donner? Et à ce moment-là, il prononce ce nom, un des noms d'Akadosh Baruch Hu, qui est Eye Asher Eye. Maintenant, à partir de maintenant, je dirais Eke avec Asher Eke, parce qu'on le déforme un peu pour ne pas le dire en vain, puisque c'est un des noms d'Hachem. Je serai celui que je serai. C'est le nom, c'est un des noms d'Hachem, un des différents noms d'Akadosh Baruch Hu, comme il y a Yud-Ke Vav-Ke, comme Elohim, comme Ken, comme Rachum Vechanoun. Il y a ce nom, Eke Asher Eke. Je serai celui que je serai. Et sur ça, il y a un Sforno qui donne un commentaire incroyable. Regardez ce qu'il dit. A Ove Tamid al Inyan Echad Mitzad Atzmo. Ove Tamid, c'est un présent perpétuel. Al Inyan Echad, sur un seul sujet, Mitzad Atzmo, par rapport à lui-même. Après, il dit Umizei Trayev, chez Yaev Ametziut, et cela entraîne que Hachem aime la réalité. Ve'isane Kol Efsed Mineged la Metziut. Il va haïr toute forme de gaspillage qui est le contraire de la réalité. Be'omro Kilo Erpotz Bemotamet, comme c'est marqué que Hachem ne désire pas, c'est moi, qui ne désire pas la mort du mort. Pour l'instant, juste je traduis. Après, on a 1h30 pour expliquer. Ou Mizei Trayev, chez Yaev Mishpat Uzdaka. Et cela entraîne aussi que Hachem, il aime la justice, Uzdaka, la charité, Asher Tachlita Metziut, dont le but est réalité. Veisane Ahavel Ve'achzariut, il va haïr la tricherie et la cruauté. Amatima Kalkulot qui amène des obstacles et des problèmes, et les aider vers le néant et vers le gaspillage. Ubeze Sane Chamas Ve'achzariut Amitzrim. Et c'est pour ça que Hachem, il haït la cruauté, le vol et la cruauté des Égyptiens par rapport à cela. Qu'est-ce qui est marqué ici? Ici, c'est marqué une chose incroyable. La première phrase, c'est une phrase très riche. C'est marqué A Ove Tamid. C'est-à-dire qu'on parle maintenant d'une définition du nom de Dieu. Hachem, il s'appelle Je serai celui que je serai. Vous savez qu'Hachem, un des noms principaux d'Hachem, c'est Yud-Ke Vav-Ke. C'est le tétragramme. 4 lettres. Yud-Ke Vav-Ke. La racine, c'est Ove. Ove, on a déjà expliqué 1 million de fois. En français, ça veut dire le présent. Maintenant, qu'est-ce qu'il exprime? Le Yud-Ke Vav-Ke. C'est pour ça que c'est une halakha dans Shulchan Aruch. Quand on voit le nom d'Hachem, on doit penser dans sa tête Aya Ove Ve'ye Adonakol. Aya, il était, Oye, il sera, Ve'ove, il est. C'est l'omniprésence d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, ici, c'est marqué Eya Ashereye, ça veut dire je serai celui que je serai. On appelle en français la perpétuité d'être. C'est-à-dire qu'Hachem, il ne change pas. Hachem, il a une perpétuité. Ça s'appelle Ove Tamid. C'est-à-dire que c'est un présent perpétuel. Hachem, il existe de manière perpétuelle. Il dit ça veut dire qu'Hachem, il n'a pas des hauts et des bas, il n'a pas des changements à l'intérieur de lui-même, il n'a pas des humeurs, il n'a pas des nerfs et de la joie. Toutes les midotes d'Akadosh Baruch Hu, elles sont extérieures à lui, et lui, il décide de rentrer à l'intérieur. Mais lui, son essence, elle ne change jamais. C'est ça, Ve'ani Hachem lo shaniti, et moi, Hachem, je n'ai pas changé. Il dit, cette logique-là, de Ove Tamid, c'est la capacité pour quelqu'un d'exister de manière perpétuelle. Vous savez que l'homme, il a été créé à l'image d'Hachem.
Et de la même manière que Hachem, c'est une volonté qui s'exprime et qui se réalise, de la même manière, l'homme, c'est aussi une volonté qui s'exprime et qui se réalise. C'est-à-dire que la Neshama, elle est divine, elle fait partie d'Hachem. Donc, mais cette Neshama, elle exprime une certaine volonté. Cette volonté, ensuite, on l'a expliqué déjà plusieurs fois, elle passe par le psychique, elle passe par le physique, et elle arrive dans la réalité, elle se réalise. Maintenant, le fait même d'exister de manière régulière, c'est-à-dire de manière perpétuelle. Il y a un problème avec le micro. Bon. De manière perpétuelle, ça veut dire que quelqu'un, il peut avoir cette stabilité. Maintenant, nous, on sait que plus on va comprendre Hachem, plus on va comprendre l'homme. Puisqu'on dit que l'homme, il est fait à l'image d'Hachem. Mais aussi, plus on va comprendre l'homme, plus on va comprendre Hachem. Parce que tout ce qui est bien chez nous, ça vient d'Hachem qui est en nous. Donc quand c'est marqué Ové Tamid, c'est que quelqu'un, il a une perpétuité d'existence, c'est-à-dire il a une capacité de garder cette stabilité. Et ça, c'est une difficulté. Pourquoi? Parce que, contrairement à Kadosh Baruch Hu, qui ne subit pas lui le Yetzer Hara. Donc nous, quand on comprend comment Hachem fonctionne, on comprend, nous, au contraire, comment on devrait fonctionner, comment on ne fonctionne pas. Il dit que quelqu'un, il n'arrive pas, par exemple, à garder le sourire, ou que quelqu'un, il n'arrive pas à dire tout le temps la vérité, ou quelqu'un, il n'arrive pas à se perpétuer dans son effort. Combien des gens, ils posent des défis et ils cassent au milieu. Ils prennent des résolutions et ils ne finalisent pas. Ils disent une chose et ils ne le pensent pas. Mais ça vient de quoi, ça? Ça s'appelle la perpétuité d'existence. C'est comme une douche. C'est comme si vous allez acheter une douche dans un magasin de douche. Alors vous dites, bon, je voudrais une douche. Elle dit, bah, cette douche-là, elle coûte 600 €. Celle-là, elle coûte 400. Celle-là, elle coûte 300. Celle-là, elle coûte 100. Et celle-là, elle coûte 30. Alors, tu dis, mais attends, je comprends pas, mais quelle différence? Elle coûte 600, celle-là, elle coûte 30. Écoutez, celle-là, elle a un problème. C'est une bonne douche, mais elle est aléatoire. Ben, c'est quoi aléatoire? Eh bien, aléatoire, c'est que vous l'ouvrez, il y a de l'eau qui coule. La pression, normalement, on va dire qu'elle est, disons, à 5 kg, 10 kg bar. Et des fois, elle passe à 500 kg. Tu dis, mais c'est pas possible, 150 kg, c'est un Karcher. 500 kg, c'est un hachoir à viande. Je dis, c'est dangereux. Donc vous prenez la douche, et paf, elle devient hachoir. Ah, on retrouve un sac de viande par terre chez vous. Il dit, mais je peux pas utiliser une douche comme ça. Il dit, mais elle coûte 30 €. Vous voulez une à 600, elle est régulière. Vous l'ouvrez, elle est régulière. Ouais, sinon, elle va vous massacrer. C'est la folie. Mais il y a des gens qui sont comme ça. Il y a des gens qui sont comme ça. C'est des cachers. Ils sont calmes, et d'un seul coup, ils deviennent fous. Ils disent la vérité, après ils se mettent à mentir. Ils sont aléatoires. Ils sont soupolés. Ils sont bizarres. Ils sont lunatiques. Ils sont... Oh, c'est quoi, toi? C'est les moins chers. Mais c'est ceux qui vont te coûter les chers. Et c'est souvent les gens qui râlent le plus, d'ailleurs. Parce que celui qui râle, il sait que ça va lui coûter cher. Parce que comment on dit cher en arabe? Râler. Tu râles, ça va te coûter très cher. Tu râles, ta femme elle fait la tête. Tu râles, ton mari fait la tête. Cette ambiance pourrie que tu mets dans la maison, elle va te coûter très cher. Déjà en dépression, elle va te coûter cher. En dépense, parce qu'il faut assumer le sourire. Ouais. En enfant, parce qu'ils n'arrêtent pas de voler, parce qu'il y a une mauvaise ambiance dans la maison. Ils font rien à l'école, ça coûte des redoublements, 3 000 € par an. Tout ça pourquoi? Parce que tu râles. Mais c'est dur de ne pas râler. Mais ça va te coûter râler, je te dis, tu comprends pas. Ils ne comprennent pas les gens, il faut répéter 10 fois. Pourquoi? Simplement parce qu'il n'y a pas cette perpétuité d'existence. C'est difficile. Dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des plaisirs, il y a des souffrances, il y a des surprises, il y a des douleurs, il y a des angoisses, il y a des bonheurs, il y a des joies. Est-ce que tu peux réussir à continuer à exister de manière régulière? Est-ce que tu peux garder ta sérénité? Est-ce que tu peux savoir qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu peux rester le même malgré les situations? Des fois, on t'annonce quelque chose d'extraordinaire, c'est bien. Des fois, on t'annonce quelque chose d'horrible. Tu deviens fou. Alors, tu es qui? C'est ça le problème. On ne sait jamais ce que la vie nous prépare. Il vaut mieux être blindé. Oh là, attendez, c'est pas un cours privé. Détendez-vous. Amenez du scotch. Il y en a du cachère. Donc, qu'est-ce qui est marqué ici? Ici, c'est marqué une chose incroyable. Je l'éteins parce que c'est peut-être ça qui fait sonner. Ça s'appelle Ové Tamid. Il faut bien comprendre qu'un homme, c'est un présent perpétuel. On a déjà expliqué plusieurs fois, je ne sais pas dans quelle mesure vous assistez à tous les cours, je reconnais des visages, mais que le Ové, c'est une notion un peu bizarre. Parce que le mot Ové, ça veut dire le présent, et ça veut dire aussi le verbe être. Donc en vérité, c'est quoi le présent? C'est d'être. Mais à chaque fois que tu es, on dit que tu es présent. À chaque fois que tu n'es pas, on dit que tu es absent. Et les absents ont toujours tort.
Maintenant, quelqu'un qui est perpétuellement, ça veut dire malgré que la vie, des fois, elle est agressive, et elle va encourager la personne à ne pas exister, elle va quand même faire l'effort de rester présent. Tu as un rôle de père, par exemple. Des fois, ça fait peur. Ouais, tu es convoqué à l'école, tu veux t'enfuir. Des fois, tu as tort devant ta femme. Des fois, tu as tort devant ton mari. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux t'enfuir. Maintenant, tu t'enfuis dans l'orgueil, tu t'enfuis dans la bêtise, tu t'enfuis dans l'entêtement, tu t'enfuis dans l'angoisse. Il y a plusieurs manières de ne pas répondre présent. Mais ça s'appelle que tu n'es pas présent perpétuellement. Maintenant, nous, on croyait qu'il y avait une notion temporelle qui s'appelle le présent, le passé, le futur. Et on croyait qu'il y avait une notion d'état qui s'appelle d'être présent, de répondre présent. Mais en vérité, c'est la même chose. Je vais dire même à la limite que si on pouvait régler le micro, ça me ferait plaisir. Donc, à la limite, oui, c'est le fait que même de comprendre que d'être présent, c'est pas une notion temporelle, c'est une notion réelle, c'est une notion concrète. Vous me suivez ou non? C'est pas une notion philosophique. Les gens, ils veulent y réfléchir. C'est quoi le temps? C'est quoi le présent? En vérité, c'est inintéressant. Ce qui est intéressant, c'est est-ce que tu es présent? Est-ce que tu réponds présent? Le reste, c'est pas intéressant. Maintenant, la capacité à répondre présent dans une situation, c'est ce qui te définit en tant qu'être. Et c'est ça, être. Être, c'est être présent. Et la vie, c'est quoi? C'est une série de présents dans lequel quelqu'un, il doit répondre présent. C'est toujours bon? Si vous comprenez ça, alors est-ce que j'ai donné ici l'exemple de la classe de première avec le prof de français? Ça vous dit rien? Oui, non? Oui? Vous rappelez-vous? Non? Bon, je peux le redire pour vous aussi? Bon. Donc je redis pour les gens qui ne l'ont pas entendu, et pour les gens qui l'ont déjà écouté, vous pouvez le réécouter, c'est pas grave, un jour si Dieu veut, moi aussi je comprendrai de quoi je parle. Alors, c'était en classe de première, c'est juste avant la phase terminale, pour ceux qui ont fait la scolarité jusque-là. Oui. Donc, et bon, je travaillais pas très régulièrement en français. Alors le prof, il me dit, Ben Chetrit, le passage en terminale est compromis. Je lui dis, qui vous l'a promis? Bon, il n'a toujours pas répondu. Alors, il m'a dit, oui, vous comprenez, vous ne travaillez pas assez régulièrement, non, vous risquez d'avoir des problèmes. Je lui dis, je ne vais pas avoir des problèmes, je lui dis, je vais passer en terminale. Il m'a dit, ah, vous êtes bien sûr de vous, je sais que je vais passer en terminale. Il m'a dit, mais vous devriez vous angoisser pour l'année prochaine. Je lui dis, écoutez, on va être bien clair. Là, je suis en classe de première. Maintenant, quand on me parle de la seconde, je trouve ça nul, puisque je suis passé en première. Quand mon frère, qui est en troisième, il me dit, ouais, on a des réalisations, je lui dis, mais c'est rien, ils ont fait des dissertations. Donc c'est connu que quand tu passes une étape, tu trouves cette étape nulle, puisque tu l'as passée. Ça va? Donc maintenant, moi, je sais très bien que l'année prochaine, je vais être en terminale. Donc je suis déjà en terminale. Puisque je suis en terminale, pourquoi voulez-vous que je m'angoisse cette année d'un truc que je vais trouver nul l'année prochaine? Alors il m'a dit, mais on n'est pas l'année prochaine. Alors j'ai dit, qu'est-ce qui nous sépare de l'année prochaine? C'est un prof de philo. Je l'ai... Il s'appelait Durand d'ailleurs. C'est quelqu'un qui est sorti du rang depuis des années. Ouais. Donc il était dans son terrain. Il était dans son terrain, il était content, prof de français, prof de philo. Donc moi je lui ai demandé, c'est une scène qui s'est passée, mais bon, vraiment, pavillon-sous-bois. Imagine, moi je suis en première, lui il est... À l'Alliance. À l'Alliance. Il faut citer les endroits. Alors, il me dit, mais Ben Chetrit, on n'est pas l'année prochaine. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui nous sépare de l'année prochaine? Il m'a dit, le temps. Prof de philo, c'est normal, ouais. Je lui ai dit, monsieur le professeur, écoutez bien la réponse. Si j'étais une pomme sur un pommier qui a besoin de 4 mois pour atteindre la maturation, je comprends que c'est le temps qui me sépare de l'état de pomme non mûre à l'état de pomme mûre. Si j'étais une tarte aux poires crue qui a besoin de 40 minutes de cuisson, je comprends que c'est le temps qui me sépare de l'état de tarte crue à l'état de tarte cuite. Mais étant donné que je suis une personne et que je ne suis ni une pomme ni une tarte aux poires, ce qui me sépare de l'année prochaine, ce n'est pas le temps, c'est la maturité. Et si je décide cette année d'avoir la maturité de l'année prochaine, je ne vais pas m'angoisser cette année d'un truc que je vais trouver nul l'année prochaine, puisque je le trouve déjà nul cette année. Ça s'est passé comme ça, hein. Je crois qu'il est encore en train de réfléchir. Alors, l'idée n'est pas intéressante. L'exemple, c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est l'idée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi la maturité? C'est simple. Un enfant qui avait 14 ans au ghetto de Varsovie en 42, il n'a pas 14 ans. Parce que c'est une question de vie ou de mort. Donc il a 35 ans. Maintenant, un type de 35 ans en 2011 qui joue avec la PlayStation de son fils, il n'a pas 35 ans, il a 14 ans. Donc c'est quoi l'âge? C'est quoi le temps? Le temps, c'est la relation de maturité que tu entretiens avec les choses.
Les gens, ils ne comprennent pas. Mais, alors tu leur dis, mais enfin, je ne comprends pas, mais ça fait 15 ans que vous faites les gamins dans votre couple. Vous n'êtes pas encore mariés. Mais enfin, monsieur Lorma, ça fait 15 ans qu'on est ensemble. Mais non, vous n'êtes pas ensemble. L'autre, il doit te faire grandir. Ta femme, elle te fait grandir. Toi, tu grandis grâce à ta femme et à ton mari. Donc, si on n'a pas grandi, c'est qu'on est resté des gamins. Pourquoi on n'a pas grandi? Parce qu'on n'a pas assumé notre couple avec maturité. Tant que je crois que l'autre, il est là pour me détruire, je dis, comment on peut dormir ensemble, faire des enfants et croire que l'autre, c'est mon pire ennemi? Et oui, il faut grandir. C'est un problème de maturité. Dans la maturité, c'est quoi? C'est de répondre présent. Maintenant, je veux être présent. Voilà, je suis là. Tu accouches, je suis là. Tu as un souci du magasin avec ton mari, je suis là. Tu as un problème avec ta mère, je suis là. Tu as un problème, je suis là. C'est-à-dire quoi? Je suis présent, tu es présent. C'est ça la maturité. C'est d'être présent. Maintenant, d'être présent, ça s'inscrit dans une temporalité qu'on appelle le présent. Maintenant, qu'est-ce qui fait le présent? Eh bien, le présent, ce qui fait le présent, c'est d'être présent. La preuve, c'est que tu as des gens, ils sont là, mais ils sont atteints d'une grave maladie, il s'appelle Yahasra. Ils sont encore à Oujda en 62. Ils n'ont pas quitté, ils sont encore là, comme ça. C'est une grave maladie, ça s'appelle nostalgie. Il y en a qui sont dans le futur, ça ne les intéresse pas le présent. Ouais. Et moi plus tard je ferai ça, et moi je ferai ça, et moi je ferai ça. Et bien fais quelque chose. Et non, c'est rien, c'est pas intéressant. Ce qui compte, c'est l'avenir. Donc celui-là, il n'est pas dans le présent parce qu'il est dans l'avenir. Celui-là, il n'est pas dans le présent parce qu'il est dans le passé. Alors qui c'est qui est dans le présent? C'est très bizarre. T'as tes enfants, ils sont devant là. C'est du présent. Ah, j'ai pas la tête, il me saoule. Mais c'est maintenant qu'il faut être présent. Ah, il est parti de la maison maintenant. Il ne veut plus te parler. Ah, monsieur le rabbin, faites-moi une bénédiction. J'aimerais lui parler. Mais quand il était là, il fallait lui parler, Yabrel. Quand il était présent, il fallait être présent. C'est facile à comprendre, non? Faites présent. Comme tu rentres à la maison, normalement, c'est parce que tu es rentré à la maison. Comment on sait que tu es rentré à la maison? Ben parce que tu es rentré à la maison. Ça va? L'autre, il dit, écoute, je sais que tu es présent, mais je te sens absent. Tu rentres, tu te mets devant l'ordinateur, tu te mets devant les infos, on dirait qu'on n'est pas là, on est invisible. C'est pareil, toi tu rentres, ta femme est au téléphone avec sa copine, on dirait que personne n'est rentré, un courant d'air ou un pet de chameau, je sais pas rien. Normalement, tu dois faire comme ça. Bonsoir mon amour, comment ça va? Bienvenue, je finis juste. Et après, j'ai ma petite séance de la chenara de la journée. Après, on... Non, elle continue à parler comme si personne n'est rentré. L'autre, il se sent qu'il est invisible ou là qu'il est mort. Peut-être qu'il est mort. Il est venu réincarner comme ça dans un courant d'air de rien. Et il ne comprend pas pourquoi il ne réagit pas. C'est normal. Ça veut dire d'être présent. Tu es présent. Maintenant, moi, je marque que tu es présent. Maintenant, moi, je réagis de manière présente à ta présence. Ça va? C'est pour ça que je vous avais dit à l'époque, une phrase que j'ai répétée souvent dans les cours, mais il faut répéter, répéter, répéter. C'est que celui qui veut être présent, c'est parce qu'il répond présent au présent, c'est parce qu'il a compris que chaque présent est un présent. C'est une logique. Donc en vérité, la vie, c'est ça, c'est une série de présents. Encore un présent, encore un présent. C'est comme des diapositives. Et à chaque fois, on te dit, vas-y, réponds. Là, c'est un bonheur. Vas-y, réponds. Il faut assumer le bonheur. Ne croyez pas que c'est simple. Il faut assumer. Il y a un malheur. Il faut assumer. Tu as des enfants intelligents. Il faut assumer. Il y a une communauté difficile. Il faut assumer. Tu as une communauté extraordinaire. Il faut assumer. Tu exploses la parnassa. Il faut assumer. Tu plantes la parnassa. Il faut assumer. À chaque fois, il faut répondre présent. Mais si toute ta vie, tu cherches les occasions de t'enfuir, alors ils ont créé le regard fuyant, l'absence mentale, la tête ailleurs. Il y a des gens comme ça. Ah, vous savez, j'avais la tête ailleurs. C'est un syndrome très connu chez Louis XVI, d'accord? C'est des gens qui... Ils sont pas là. Mais là, je suis en train de te parler, là. Ah, excuse-moi, je pense à autre chose. Comment tu penses à autre chose? Je suis avec toi. Mais des fois, c'est compliqué. Maintenant, vous êtes en train de concevoir un enfant. L'homme, il doit penser à la femme au mari. Qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils pensent à quelqu'un d'autre. Mais Rabotai, je ne vais pas vous faire trop peur parce que vous avez déjà eu des enfants. Mais si vous regardez qu'est-ce qui est marqué dans les Sfarim et dans le Zohar sur la gravité de cette chose-là, mais vous allez vomir, votre vie, vous allez la vomir. C'est très, 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 très grave de penser à quelqu'un d'autre. Ah, vous manquez de motivation. C'est pas une raison. On appelle l'adultère mental. L'autre, la tête, elle est là-bas. Ouais, c'est pareil. Il rentre à la maison, mais il a encore le cœur dans le bureau. D'accord? L'autre, maintenant qu'elle a des enfants, dès qu'elle a accouché, elle n'a plus de mari. Maintenant, je suis une mère.
Je dis, bon chérie, on se parle. Ah non, 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 écarte-toi, qu'est-ce que tu veux? C'est fini. Dès que est devenue maman, mais ils me disent, monsieur le rabbin, je sais pas, dès que ma femme est devenue maman, j'ai perdu ma femme. C'est une marque de shampoing très connue, ça s'appelle Mshifhala. On dirait, ouah, les talons, il a donné la graine, vas-y, dégage. C'est dommage. Elle dit, mais quand même, on est mariés, on se parle, on se truc, on est proches. Ah, tu me saoules, arrête. Arrête, lâche-moi, mais qu'est-ce que tu veux maintenant? Qu'est-ce que tu veux? Rien, on est mariés, non? C'est-à-dire, c'est des refuges. L'autre, elle a fait un refuge enfant, l'autre, elle a fait un refuge travail, l'autre, il a fait un refuge orgueil, l'autre, il a fait un refuge sa mère. Oui. L'autre, il a fait un refuge sa peur. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'endroits où se cacher pour éviter d'être présent. Mais il n'y a pas où aller. Il n'y a pas où aller. Si tu crois en Dieu, c'est Dieu qui est en face de toi. Si tu ne crois pas en Dieu, c'est la réalité qui est en face de toi. Mais tu ne peux pas la nier. Comment tu peux la nier? Et des gens comme ça. Et ça s'appelle quoi? Ça veut dire qu'à l'intérieur de moi-même, j'ai une capacité énorme. J'ai une neshama, j'ai un potentiel, j'ai une intelligence, j'ai une capacité imaginative, j'ai une puissance énorme. Et à l'extérieur, il y a la réalité. Maintenant, la réalité, normalement, c'est le champ d'application de mon existence. Je vais exister dans la réalité. C'est l'espace de ma réalisation. Mais seulement, il faut que j'accepte d'exister dans la réalité. Le problème, c'est que le monde intérieur et le monde extérieur ne fonctionnent pas du tout de la même manière. Le monde intérieur, c'est le monde du rêve, c'est le monde des illusions, c'est le monde des images, des idées. Le monde extérieur, c'est le monde réel. À l'intérieur, il n'y a pas de matière. À l'extérieur, il y a la matière. À l'intérieur, il n'y a pas de temps. À l'extérieur, il y a le temps. Comment on va fonctionner? Tu fonctionnes dans ta tête, tu fais des rêves, des khalom, des idées. Après, on te dit, il faut réaliser, c'est-à-dire il faut mettre en place dans la réalité. Mais la réalité, elle est dure, la réalité, elle est contraignante, la réalité, elle est limitée, la réalité, elle a des contraintes temporelles, physiques, mentales, financières, industrielles, très loin d'air. Le regard de l'autre, la souffrance, c'est difficile. Donc c'est comme si à l'intérieur, c'est de la mousse de jaune de blanc d'œuf, et à l'extérieur, c'est de la fonte. Qu'est-ce que c'est la fonte? C'est un métal très dense. Quand vous voulez percer par exemple de l'acier, vous pouvez faire des copeaux, parce que ça va déchirer l'acier. Mais quand vous percez de la fonte, vous ne pouvez pas faire des copeaux, parce qu'elle est tellement dense que vous pouvez faire de la poussière. Ça déchire pas, ça enlève des petits morceaux, c'est la poussière. Ben, imagine-toi, l'extérieur c'est de la fonte, l'intérieur c'est de la mousse à raser. Donc le problème c'est quoi? C'est que les gens qui sont bien adaptés à l'intérieur, au monde du rêve, au monde de l'illusion, ils ne sont pas du tout adaptés au monde de la réalité. C'est ça notre problème. Nous, quand on doit éduquer des enfants, surtout des professeurs, ils comprennent ça. D'accord? L'enfant à l'intérieur de lui-même, c'est les rêves, c'est les trucs. Et après, tu lui dis, il faut rentrer dans la réalité. Maintenant, si lui, il n'arrive pas à être un héros dans la réalité, qu'est-ce qu'il devient? Il devient un héros dans son rêve. C'est ça un enfant distrait. C'est quoi un enfant distrait? C'est un enfant que, comme il voit qu'il n'arrive pas à réaliser à l'extérieur ce qu'il devrait être, alors il le réalise dans sa tête. Il rêve qu'il est géant, il part dans son truc. Ah, toi, tu crois qu'il n'arrive pas à se concentrer? Non, en vérité. Parce que la réalité, elle est trop dense pour lui, elle est trop forte, elle est trop dure. Alors il rebondit, boum, il retourne à l'intérieur. Donc au lieu d'exister, être à l'extérieur, il va inister, il va être à l'intérieur. Il devient rêveur, il devient halom, il devient truc. Il dit c'est pas pour moi, il devient complexé. Il devient je suis pas capable. Il rentre en échec, mais c'est la même logique. C'est pareil maintenant. Maintenant toi tu dois rentrer dans ton travail. Vas-y assume. Ah c'est pas facile. Alors j'ose pas prendre le téléphone. Après de toute façon le client il va me jeter. Ah, de toute façon quand ça sert de demander une augmentation, je vais me faire jeter. Mais en fin de compte tu n'arrives pas à pénétrer ta réalité. Pourquoi? Parce qu'on doit t'habituer, et c'est ça l'éducation, on doit t'habituer à la différence entre le monde intérieur et le monde extérieur. Ça c'est le monde de la théorie, il faut développer une idée qui soit claire, et ensuite il faut les forces pour rentrer dans la réalité. Et la réalité c'est pas le même travail, là c'est la persuasion, c'est la perpétuité de l'effort, c'est la lutte contre la flemme, contre la lourdeur, c'est la remise en cause, c'est l'acceptation des obstacles, c'est la capacité de dépasser les obstacles. C'est une autre énergie, ça c'est une énergie de l'existence réalisée. Et ça, c'est une énergie de la tête, des vapeurs. Maintenant, il y a toujours de la théorie avant la pratique. Vous me suivez ou non? Ce n'est pas les mêmes. Maintenant, il y a des gens qui sont très très allés à l'extérieur. C'est des manuels, c'est des efficaces, des techniciens. Tu leur dis réfléchis. Le contraire, il y a des gens dans la tête qui sont très développés. Ouais, ça s'appelle les intellectuels. Alors, ils réfléchissent comme ça, ils développent. Après, tu leur dis, et dans la réalité? Là, il a 3 doctorats de physique. Tu lui dis, vas-y, change la vis là. Il dit, comment, il prend le tournevis à l'envers, il prend une banane, il fait une croix dessus, il essaie de dévisser. Peut-être qu'avec la conviction, tu dis non, pour une vis, il faut un tournevis. Il ne comprend pas. Maintenant, il a 3 prix Nobel de mathématiques, mais il n'est pas dans la réalité.
Des fois, c'est très vicieux, c'est même dans sa spécialité. Celui-là, il a un doctorat en communication, il n'arrive pas à parler avec sa femme. Il a écrit 4 livres sur la communication, 4 livres. Communication, interclient, intertruc, interentreprise, intertralon, interbaba. Il dit, ma femme, c'est un cas d'école, elle est spéciale, laisse tomber. J'arrive même pas, je sais même pas ce qu'elle veut, je sais même pas ce qu'elle dit. Elle fait que de crier, c'est énerve, je comprends rien, elle est déçue, elle est énervée, je sais pas si. La galaxie en fusion. Pourquoi? Il dit, mais ben, communique. C'est difficile. Parce que communique, c'est comme unique. Unique, c'est unique, elle est unique. Ouais. Mais communique, c'est commun. Commun, c'est comme un. Comment tu vas faire commun avec quelqu'un qui est unique? C'est compliqué. Alors en fait, c'est quoi l'idée? C'est d'accepter la différence. C'est-à-dire que moi, je vais exister, mais j'accepte que l'autre, il existe. Et comme chacun est unique, donc chacun va exister de manière différente. Ça s'appelle le lekavzrout, voir l'autre positivement, ça s'appelle le droit au respect, le respect de l'autre, ça s'appelle les efforts de coexistence, ça s'appelle lutter contre le regard de l'autre, ça s'appelle lutter contre la haine, contre la convoitise, contre la rancune, contre la vengeance. Toutes ces clés que la Torah nous a données pour réussir à exister avec quelqu'un de différent. Vous me suivez ou non? Mais avant de coexister, il faut déjà exister. Ça va? Maintenant, comment on appelle cette existence? C'est la capacité de projeter à l'extérieur ce que je contiens à l'intérieur. La tset, minakoar et la poal. Ça, je ne vais pas vous l'expliquer. J'ai écrit un livre de 400 pages dessus. J'espère que vous l'avez lu. Dommage, on aurait gagné du temps. Donc, c'est quoi l'idée? Pas grave, dans un autre Gilgul, si Dieu veut. Donc, prenez l'occasion de le lire. Je reçois des emails des goïms qui lisent le livre, ils deviennent fous. Et moi, j'ai dit, il n'y a pas un feuille qui m'appelle. Non, le feuille, grâce à Dieu, il a tout compris. Il mange la salade huit, il a une mezouza. Grâce à Dieu. Le goïs, il fait comme ça. Mon cher Rabbeinu. Il y en a, il m'a dit, vous voulez pas passer à la télé? C'est compliqué. C'est pas grave. Non, le gars, il n'a pas une mitzvah d'étudier la Torah. Donc, il n'a pas lié de Sarah de ne pas étudier. Le juif, il a une mitzvah d'étudier la Torah. Donc, il a lié de Sarah de ne pas étudier. Maintenant, étant donné que Talmud Torah Keneged Kulam, donc l'étude de la Torah vaut 613 mitzvot, et pour chaque mitzvah, il y a un Yetzerara, donc chaque mot de Torah, il y a 613 Yetzerara. Je crois qu'il va te laisser rentrer. Il sait très bien où est-ce qu'elle est la solution. Donc, il t'empêche de rentrer. Maintenant, si toi, tu es fort, tu dis peut-être ça vaut le coup, c'est comme quand vous bricolez. Il n'y a pas plus énervant que de ne pas avoir les bons outils. C'est énervant, non? Tu n'as pas les bons outils. Tu es comme un vrai là, avec ta perceuse en train d'essayer d'enlever la vis. Prends un tournevis. Mais j'ai pas tournevis. Alors vas-y, essaye avec la perceuse. Ça marche pas. C'est les bons outils. Maintenant, nous, on vous donne les bons outils, mais il faut les utiliser. Il dit, j'ai acheté le livre. Et c'est pas une mizouza, Yahmar, c'est pour le lire. Il faut travailler dedans. L'autre, il me dit, je l'ai acheté, je l'embrasse, je mets la main, je cale la bibliothèque. Si j'avais su, je t'aurais donné gratuit. Donc c'est quoi l'idée? C'est que Ové Tamid, c'est une perpétuité d'existence. Maintenant ça, à l'intérieur de moi, je dois sentir que j'existe, et ensuite je dois me réaliser pour exister. Maintenant la vie, normalement, elle est adaptée à ça, puisque Akadosh Baruch Hu, il a créé ce qu'on appelle le Nisayon. C'est quoi le Nisayon? C'est quoi l'épreuve? C'est un décapsuleur d'existence. C'est-à-dire qu'Hachem, il va nous donner des occasions d'exister. C'est-à-dire que toutes les situations que je vis, et ça c'est la logique du diapositive, ouais, on me pose une question, je réponds à la question. À chaque fois que je réponds à la question, j'existe. Maintenant, à chaque fois que je réponds, je grandis. À chaque fois que je grandis, il y a une autre diapositive qui vient. Les gens ils disent, c'est pas vrai, monsieur le rabbin. Moi, j'ai toujours les mêmes diapositives. C'est vrai, les gens ils viennent me dire, monsieur le rabbin, comment ça se fait que j'ai toujours les mêmes épreuves? Je dis, c'est normal, tu redoubles. Quand tu ne veux pas répondre aux questions que la vie te pose, automatiquement, on te les repose. Hazak, a failli attraper un torticolis. Ça va? C'est mieux là, non? Ça fait une heure que vous souffrez. Ça dit qui? Bon, pour moi c'est un peu compliqué parce que j'ai l'impression de devoir faire un bisou au micro, mais bon, alors. Donc c'est quoi l'idée? Et ça c'est très important. L'idée c'est quoi? Il faut quand même laisser quelque chose pour la caméra. Donc c'est quoi l'idée? L'idée c'est que cette perpétuité d'existence, en fin de compte, ça va être un rapport entre un présent qu'on me propose et une attitude de présent que j'ai devant ma réalité. Maintenant, des fois, le présent, c'est moi. Ouais, des fois, le présent, c'est quelqu'un d'autre. C'est comme le phénomène du miroir. Vous avez remarqué, je ne sais pas dans quelle mesure vous avez atteint ce niveau d'abstraction, mais souvent, quand vous regardez dans un miroir, la personne qui est dans le reflet, c'est la personne qui est devant.
Ça vous dit quelque chose ou non? Ça peut sembler naturel. Eh bien, des fois, non. Des fois, il y a des gens qui se regardent dans un miroir, ils voient quelqu'un d'autre. Tu te demandes s'il reste de la moquette chez eux. Non, pas du tout, ça n'a rien à voir. Oui. En plus, il travaille chez Mondial Moquette, donc il n'a pas de problème de provenance. Ouais. Donc, c'est quoi l'idée en fait? C'est que des fois, tu n'arrives pas à comprendre qu'il y a une facette de toi qui apparaît dans le miroir de ta femme. Donc, dans le miroir, c'est ta femme, et il y a toi en face. Parce qu'il y a une facette de toi qui ne sera révélée que grâce à ta femme. Il y a une facette de toi qui ne sera révélée que grâce à ton mari. Il y a une facette de toi qui ne sera révélée que par tes enfants. Il y a une facette de toi qui ne sera révélée que par tes amis. Il y a une facette de toi qui ne sera révélée que par tes ennemis. Tu es prêt à grandir? C'est ça le problème. Donc maintenant, quand moi je me regarde dans le miroir, et ça, le miroir, c'est très intéressant parce que c'est le rapport entre deux dimensions. La dimension de mon côté, la dimension de l'autre côté. Mais si vous croyez en Dieu, et vous savez qu'Akadosh Baruch Hu, il fait exactement ce qu'il doit faire au moment où il doit le faire. Donc ce qui est en face de moi, c'est ce que je vois. Ce que je vois, alors là maintenant, il y a trois dimensions. Ce que je vois, est-ce que c'est ce que je vois? Ce que je vois, c'est ce que je veux voir? Ou est-ce que ce que je vois, c'est que je dois voir? Qu'est-ce que je vois? C'est intéressant. Qu'est-ce que je vois? Je vois ce que je vois. Donc le scientifique, il dit, écoutez, je vois ce que je vois. Je ne fais que constater. Je vois ce que je vois. Bon. Le psychologue, il dit, je vois ce que je veux voir. Parce que je projette à l'extérieur ce que je contiens à l'intérieur. Et le croyant, il dit quoi? Je vois ce que je dois voir. Je vois ce que Dieu me montre. C'est très bizarre. Vous avez un problème médical. Vous allez chez un grand médecin. Ouais, pas un espèce d'épicier, un vrai. Il regarde le compte rendu médical, il voit toutes les analyses, il voit rien. Il voit rien. Un type, je sais pas, il a été formé en Côte d'Ivoire, bon, il voit rien. Vous prenez la même feuille, la même analyse médicale, vous l'amenez chez un autre, il regarde, il met tout de suite, il voit, ah mais c'est rien, c'est une petite mycose, on va vous donner une petite gélule, c'est rien du tout. Comment ça se fait qu'ils ont la même feuille les deux, un il voit ça, l'autre il voit pas? Alors tu dis, est-ce qu'il a vu ce qu'il voulait voir? Parce qu'il a un autre projet dans la tête qui veut te faire une opération, il sait qu'il va prendre 5 000 €, c'est la moitié de sa piscine. Ou alors il a vu ce qu'il doit voir, c'est que Dieu il a aveuglé celui-là, il a ouvert les yeux à celui-là. C'est pour ça que dans la halakha on dit, quand il y a une grosse décision médicale, il faut voir plusieurs médecins. Pourquoi? Parce que la Gemara dit, et le Tosfot il dit dans Rosh Hashanah, quand Akadosh Baruch Hu il fixe la maladie, oui, il fixe aussi le médecin. Donc si tu n'es pas chez le bon, mais il est compétent, mais tu n'es pas chez le bon, donc il ne va pas voir. Ce que l'autre il va voir, mais un truc bidon. Moi je l'ai vécu personnellement, je peux vous dire que c'est comme ça. Des grands ponts de la salpêtrière, ils n'ont rien vu. On a été chez un autre qui est aussi un spécialiste. Le mec, au premier coup d'œil, il a dit mais je comprends pas, les patrons de la salpêtrière, ils n'ont pas vu. Regardez, voilà le petit dérèglement, c'est rien, une petite mycose à 2 balles. Les autres, ils voulaient faire une opération irréversible au laser. Et l'autre, il a dit mais c'est un petit traitement, une semaine, une gélule bidon, rien du tout à 2 balles et c'est réglé. Vous savez un peu la vie comment elle est? Elle est comme ça. Et toute la vie, c'est ça. Tu vois, ouais. Si le prof, il voit bien ton fils, l'autre, il le voit mal. D'accord? Il s'appelle Alex. D'accord? Et sa femme, au prof, elle l'a quitté à cause de son ex. Donc lui, il pense toujours Alex. Donc il voit ton fils Alex, il pense Alex. Quand il pense Alex, il casse Alex. En plus, il lui ressemble. Et l'autre, il comprend pas. Il dit, mais monsieur, pourquoi vous m'aimez pas? Moi, je t'aime pas, moi je t'aime pas, moi, je te haïs. C'est compliqué. J'ai pas dit que les profs sont des psychopathes, mais ça veut dire quoi l'idée? C'est que des fois, tu sais pas ce qui se passe dans la tête de quelqu'un. C'est pareil, le voisin, il est monté en épingle. Celle-là, elle est devenue folle. Ouais. Celle-là, elle s'est convaincue que sa belle-mère ne l'aime pas. Depuis le premier jour. Ce qui est vrai. Mais ça n'a rien à voir, ouais. Donc c'est quoi l'idée, ouais? Elle est partie dans un trou là-bas, un trou noir. Et elle s'enferme à l'intérieur. C'est quoi l'idée? C'est qu'il y a une réalité qui est devant moi. Mais dans cette réalité, encore une fois, si je crois en Dieu, je sais que c'est d'une précision atomique. Si je ne crois pas en Dieu, au moins je crois en la vie. Si je crois en la vie, je vois que les choses elles s'inscrivent dans une logique qui est trop forte, qui est trop incroyable, qui est trop puissante. Donc je la prends la logique, je la prends la réalité. Cette réalité c'est quoi? C'est que moi maintenant, je vais m'inscrire et je vais répondre. On me pose une question, je réponds à la question. Donc en français on dit être l'homme de la situation. Donc je vais répondre présent à cette réalité. Maintenant ça de qui on l'apprend d'Hachem. Parce qu'Hachem il est présent tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. La preuve. Le Rambam il dit dans l'Ichot Yesodei HaTorah, il dit que Amitato shel HaKadosh Baruch Hu eno ke amitat basar vadam. C'est le premier chapitre de Yesodei HaTorah, c'est le début du Yad Hazaka dans le Rambam, c'est facile. Il dit là-bas, la vérité de Dieu n'est pas comme la vérité de l'homme. D'accord? Et il dit là-bas que HaKadosh Baruch Hu umamtsi et ha'olam, Hachem, il fait exister le monde. En fait, il se base sur un enseignement des sages, que c'est marqué que si HaKadosh Baruch Hu chas v'shalom, il enlève
pendant 2 secondes sa volonté, le monde, il retourne au tohu. C'est-à-dire qu'il retourne au chaos. Alors c'est quoi le chaos? C'est quoi le chaos? Le chaos, c'est quand la masse de molécules n'a pas de forme définie. Vous prenez une masse de molécules, d'accord? Nous, on a l'habitude de voir la matière organisée. Donc on a du mal à imaginer qu'est-ce que c'est le chaos moléculaire. Mais imaginez, vous savez que maintenant, ils ont des logiciels comme ça, ils mélangent. Ils prennent un visage, après ils prennent un autre visage, après ils les mélangent. Alors la tête de ton beau-frère, ils en ont fait un crapaud. Ils ont changé l'image. Mais avec les mêmes trucs, ils ont déformé, hop, ça fait un crapaud. Mais c'est la même tête. Mais en vérité, au niveau moléculaire, c'est ce qui se passe puisque rien ne se perd, tout se transforme. Donc en vérité, la matière, elle est comme ça, et après, elle prend une autre forme. Qu'est-ce qui lui donne sa structure? Ça s'appelle la structure énergétique de la matière. C'est ce qui donne la forme à la matière. Nous, on appelle ça la chorma d'Hachem. La chorma, le yud, de yud kevavke, le yud, quand il rentre dans le he, c'est quoi? C'est la matière originale que Dieu a créée au début du monde, et le yud, c'est la structure. Donc Dieu, il structure, il met le yud dans le he, ça crée quoi? Ça crée la matière organisée. La matière organisée, elle prend une forme. Dès qu'elle a une forme, on lui donne un nom. Vous me suivez ou non? Maintenant, elle peut changer cette matière. Elle ne fait justement que se transformer. Donc cette réalité qui est devant moi, c'est une proposition. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, lui, il crée la réalité en temps réel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il projette sa volonté pour que la réalité soit. Maintenant, si je dis qu'il y a 2 volontés, il y a une volonté qui a créé la réalité au départ, et il y a une autre volonté qui est la structure énergétique de la matière. C'est ça ce qui donne la forme à la réalité. Donc si Hachem enlève, entre guillemets, sa volonté structurante, donc la matière n'a plus de forme, elle s'appelle qu'elle retourne au tohu. C'est toujours bon pour vous? Oui ou non? Maintenant, puisque vous voyez autour de vous que tout est concret, que tout existe, que tout se perpétue, ça veut dire qu'Hachem, il maintient sa volonté. Vous voyez là, vous le voyez le micro là? Vous le voyez ou non? Oui, non? Pourquoi il ne devient pas un oiseau? Déjà, ça n'a rien à voir. Le micro, c'est du plastique, c'est de l'acier, il ne peut pas devenir un oiseau. Mais les mêmes molécules, elles peuvent devenir un oiseau. Je prends le micro, maintenant, il s'est usé, il a 15 ans. Je le prends, je le jette à la poubelle. La poubelle, il va dans un truc de recyclage. Après, on l'écrabouille. Après, on le jette. On le jette dans une décharge. Dans la décharge, il pourrit. Il devient de la rouille. La rouille, elle s'assimile à la terre, à l'humus. On prend cette terre, on la met en dessous d'un pommier. Dans le pommier, dans la terre, on plante un pommier. Le pommier, il prend l'énergie. La terre, il prend l'énergie du micro. Ça pousse à l'intérieur de la sève. Ça passe à l'intérieur du fruit. Maintenant, le fruit, il crée un fruit. L'oiseau, il vient, il mange le fruit. L'oiseau, il a mangé le fruit. Il a mangé le micro, en fait. Ouais. Et il pond un œuf. L'œuf, il naît. C'est quoi? C'est un oiseau. D'où il vient cet oiseau? C'est le micro. Maintenant, étant donné que ça prend 150 ans, vous appelez ça la nature. Mais si ça prenait 7 secondes, vous auriez dit c'est un miracle. Je te dis que le micro est devenu un oiseau. Ouais. Maintenant, vous avez l'habitude avec les films de science-fiction. Tu vois, un oiseau. Ah, comment c'est possible? Rien ne se perd, tout se transforme. Vous apprenez à l'école depuis que vous êtes petit. La seule différence, c'est que les professeurs ont oublié de vous dire que qui c'est qui organise la transformation. Ça, ils ont oublié. Ils ont manqué de présence d'esprit. D'ailleurs, on voit que leur esprit n'est plus présent depuis longtemps. Ouais. Mais c'est quoi l'idée? C'est que la personne, elle accepte que Akadosh Baruch Hu, en temps réel, il maintient sa volonté pour que le micro reste un micro. Ça va? Vous me suivez ou non? C'est-à-dire que si le micro est un micro et qu'il ne devient pas maintenant autre chose, ça prouve qu'en temps réel, Hachem applique sa volonté. Donc la réalité, c'est la preuve que Dieu intervient, donc que Dieu existe. C'est d'ailleurs ce qu'on témoigne tous les matins en mettant les téphilines. Vous mettez les téphilines, non? Oui, non? Ça vaut le coup de les mettre, mais le mieux encore, c'est de les mettre. Non, je vous dis la vérité. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui mettent les téphilines, mais en fin de compte, dans toute cette masse, il n'y a pas beaucoup de gens qui mettent les téphilines. Je ne sais pas si vous me comprenez. Par exemple, à Tel Aviv, ils ont fait une expérience incroyable. Aux eaux de Tel Aviv, ils ont fait une expérience, ils ont pris un chimpanzé, adulte, ils lui ont mis les téphilines pendant 15 ans. Tous les matins, ils lui ont mis. Alors, il crie. Après, ils ont donné des cacahuètes, des bananes. Il s'est habitué. Tous les matins. Après, on te donne la banane, seulement il accepte. Il ne bouge pas, il attend les matins, il lui prend le bras, il lui met les téphilines. Bon, vous connaissez la grandeur des téphilines. Vous connaissez la kedusha des téphilines. Vous connaissez la puissance des téphilines. Est-ce que vous pensez qu'un chimpanzé qui a mis les téphilines pendant 15 ans, il va au monde futur? Au Lamova. Imaginez, vous arrivez là-haut. Oh, Chita, j'ai mis les téphilines. Alors je répète, est-ce que vous pensez qu'un chimpanzé, avec la kedusha des téphilines, s'il met des téphilines pendant 15 ans, il va au monde futur? Oui, non, oui, non. N'ayez pas peur, on est entre nous. Oui. Oh là là, la synagogue est devenue un zoo. Donc je répète, est-ce qu'un chimpanzé
qui a mis les téphilines pendant 15 ans, il va au lamaba. Ah, on sent que les femmes sont plus affirmatives, ouais. Pourtant, elles ne mettent pas les téphilines. Donc, si vous pensez fondamentalement qu'un chimpanzé qui met les téphilines pendant 15 ans ne veut pas au lamaba, comment pouvez-vous imaginer qu'un homme qui met les téphilines comme un chimpanzé, il va aller au monde futur? Tu réfléchis pas, tu te remets pas en cause, tu n'essayes pas de donner un sens. Si tu vas dire, mais je les ai mis, mais tu les mets, tu manges, tu vas aux toilettes, tu fais plein de choses dans la vie. Pourquoi les téphilines, il va changer quelque chose? Les téphilines, ils n'existent qu'en fonction de la conscience que tu as de les avoir sur toi. Du fait que tu soumets à Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça que c'est une halakha dans le Shulchan Aruch. Vous pouvez le lire en français aujourd'hui, grâce à Dieu. Ouais. C'est marqué, celui qui met les téphilines, il doit penser dans sa tête que Akadosh Baruch Hu, il lui a demandé de soumettre son cœur et de soumettre son esprit à Hachem, d'accord, ses pulsions animales et ses pulsions intellectuelles à Akadosh Baruch Hu, et de se rappeler qu'Hachem nous a fait les miracles pour nous sortir d'Égypte et qui continue à intervenir aujourd'hui dans l'Ashgacha. Ça, c'est ce à quoi je dois penser avant et pendant que je mets les téphilines. Si j'ai pas pensé, c'est Haval. Pourquoi? Parce que j'ai mis les téphilines, mais en fait, j'ai pas mis les téphilines. Ah, les gens disent, ah, mais vous comprenez, hein, c'est un détail, ce qui compte, c'est de les avoir mis. Et puis l'autre, il dit, j'ai pas le feeling. Tu n'as pas le feeling? Bah, écoute, je sais pas, écoute de la musique, je sais pas, feeling, je sais pas ce que... L'autre, il m'a dit, j'ai pas le déclic. J'ai dit, j'ai pas le déclic. Tu sais comment c'est la vie? Déclic, 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 déclac, 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 déclic. Il y en a qui ont des claques avant le déclic, il y en a qui ont le déclic pour éviter les claques. Chacun, il a un peu raham. Oui? Il m'a dit, ah, je le ressens pas, je le ressens pas. Mais quand tu reçois la lettre d'avocat, convocation beddin pour le divorce, là, de ce coup, tu te rappelles que tu es marié? Pourquoi il y a des gens qui ont besoin de la treha pour devenir intelligents? Si le temps qu'il n'a pas vu le papier de dépôt de bilan, il dit non, non, le magasin il va très bien. Là, c'est le comptable, tu dis dépôt de bilan. Non, là, il reçoit maintenant la convocation au tribunal de commerce, monsieur dépôt de bilan. Jusque-là, il ne veut pas. Pourquoi? Parce que, en fait, il a des éclairs, un goût d'ammoniac. C'est quelque chose de récurrent. Parce qu'il ne veut pas accepter la réalité qui s'impose Bessif. Sif, c'est un récurrent à l'ammoniac. Oh là là! Vous avez un niveau de réactivité qui est proche du commun. J'ai besoin de savoir si vous comprenez ce que je dis. Alors si déjà les blagues, vous ne les comprenez pas, Kalva Hamor, le reste. Ça va? Donc c'est quoi l'idée? Et ça c'est très important, que la réalité en vérité, elle est devant moi, elle se propose à moi. Maintenant moi je dois réagir à cette réalité. Akadosh Baruch Hu, dans une précision extraordinaire, il fait exister cette réalité. S'il fait exister cette réalité, je la vois, la preuve, j'en suis conscient. Attention, maintenant là, ça devient vicieux. Comment je sais que la réalité, elle existe? Et j'ai dit, mais attendez, je ne suis pas aveugle. C'est ça le problème. Par exemple, vous me voyez. Moi, je vous vois. D'accord? Vous savez que je vous vois? Vous sentez que je vous vois? Voilà. Et vous me voyez. Moi, je sens que vous me voyez. Ça va? Si on éteint la lumière, mais noir, 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 ouais, et je parle pas, vous savez que je suis là? Moi, je sais que vous êtes là, mais je vous vois pas. Donc, qu'est-ce qui fait que je vous vois? C'est la lumière. Ça va? Maintenant, comment ça se passe? La lumière des lampes là, elle se reflète sur votre visage, les rayons, ils repartent au fond de mon œil, l'œil, il fabrique une image inversée. Moi, je prends cette image, d'accord? Et mon cerveau, il me dit, il y a un type en face de toi. Parce que ma culture, depuis que je suis petit, elle m'a dit que quand ça ressemble à ça, c'est un homme, c'est pas un singe. Donc en fait, c'est le reflet de la lumière qui revient vers moi. C'est pas vous que je vois, c'est la lumière qui se reflète sur vous. Mais si par exemple, vous ne reflétez pas la lumière, je peux pas vous voir. Parce que c'est quoi l'invisible? L'invisible, c'est un objet qui ne renvoie pas la lumière. Donc en fait, c'est pas ce que vous que je vois, c'est la lumière. Maintenant, vous ne voyez pas moi, vous voyez la lumière qui se reflète sur moi. La preuve, c'est que quand il n'y a plus de lumière, il n'y a plus rien. Maintenant, c'est quoi la lumière? La lumière, on dit Orot Zeretzonot. La lumière, c'est la volonté d'Hachem. Donc en fait, tous les phénomènes physiques, ils sont là pour symboliser, pour représenter des phénomènes spirituels. Donc Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie un rayon de volonté. Ce rayon de volonté, c'est ce qu'on appelle, c'est l'énergie structurante qui crée la réalité. D'accord? Cette réalité, ensuite, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle m'apparaît à ma lumière à moi. C'est quoi ma lumière à moi? C'est ce que je vois, ce que je dois voir ou ce que je veux voir. Ça veut dire qu'en même temps qu'Hachem crée la réalité, en même temps il donne la capacité de l'apercevoir.
Donc qu'est-ce que je perçois? Je perçois la réalité ou je perçois la réalité qu'Hachem veut que je voie? Mais suivi ou non? La preuve, c'est que quand on est 5 personnes dans une réalité, chacun il a une perception de la réalité qui est différente. Après, la même personne, quand elle est plus jeune ou quand elle est plus vieille, elle n'a pas la même personne, la même réalité. Chacun il raconte son père, il dit je connais mon père, différemment. L'autre il raconte son frère, l'autre il raconte la réalité. Des fois, dans une même situation, un même business, chacun il a une lecture différente. Mais je comprends pas que vous avez vécu la même histoire. Moi, je reçois des gens des fois. Je le fais de moins en moins parce que c'est trop fatigant. Mais ils me racontent leurs problèmes. Maintenant, tel jour, le 15 mai 2011, il y a eu un gros problème dans le couple. Ils me racontent les deux la même histoire. Maintenant, c'est pas la même histoire. Même les faits, ils sont pas d'accord. J'ai dit, mais attendez, mais il est rentré, ouais, il a crié. Ah, pas du tout, il n'a pas crié. Et l'autre, il dit, mais si, j'ai crié. Mais non, j'ai pas crié. Alors, il dit, alors c'est ma parole contre ta parole. J'ai un problème, moi. Est-ce qu'ils vivent dans la même maison? Ils veulent le shalom, il n'y a pas de baït. Je dis, mais vous avez des enfants? Il me dit, oui. Je dis, c'est vous qui les avez conçus? Bien sûr. Ils sont pas nés par Wi-Fi? Non, non, non. Je dis, comment les gens, ils ont fait des enfants, ils n'arrivent même pas à se comprendre. Comment ils ont fait? Comment ils doivent, dans le même lit, ils n'arrivent même pas à avoir une idée commune. Genre, j'ai dit une chose, et l'autre, il a compris ce que j'ai dit. Non, non, non. Il y a tellement de paramètres, il y a tellement de filtres. L'angoisse, les nerfs, le stress, les malaises, les peurs, les angoisses, ta mère, ton frère, ton truc, ton fric, ton nez, ton truc, ton poids, que quand l'autre, il donne un message d'unité de 10, il y a 3 qui arrivent à l'extérieur, de l'autre côté. L'autre, les 3, il les interprète mal, il lui renvoie. Ouais, il lui renvoie 2. Elle reçoit 1. Après, les gens disent, on ne se comprend pas, on ne vit pas la même réalité, on n'a plus rien en commun. Mais essayez de comprendre. C'est très très compliqué de fabriquer une réalité commune, puisque Béhémet, on n'a pas la même. Parce que la mienne, c'est Dieu qui me l'envoie dans la tête, et la tienne, c'est Dieu qui te l'envoie dans la tête. Comment veux-tu qu'on ait la même? Donc en fin de compte, le Lekav Zochout et tout ça, c'est quoi? C'est des rattrapages de réalité commune. Pourquoi on parle? Pourquoi on doit parler? Parce que quand on parle, en fait, on se met au point qu'on a la même réalité. J'ai un ami à moi qui est imprimeur. D'ailleurs, il est dans la salle. Alors, moi, je l'appelle. Moi, j'ai une maladie. Je suis un peu refif. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Je suis un peu refif. Alors, je lui dis, bon, je veux 5000 exemplaires en A5 recto. Brillant. Voilà, c'est fini. Il m'a dit, bon, Yahya, tu veux bien 5000 exemplaires en A5 recto brillant? Je dis, oui, c'est ça. Il m'a dit, on est bien d'accord. Je te confirme par le mail, c'est bien 5000 exemplaires. Je dis, mais écoute, j'ai compris. J'ai compris. Je sais ce que je veux. Toi, je t'ai confirmé que tu sais ce que je veux. Alors, on peut y aller. Il dit, oui, je sais, mais quand même, par mesure de précaution, est-ce que ça ne dérangerait pas? On répète. Donc, tu veux bien? Je dis, mais tu veux que je devienne Jacques? Enfin, Brel, je vais devenir fou. Il m'a dit, écoutez, frère, j'ai tellement de fois où le client, il est convaincu qu'il a entendu. Moi, je suis convaincu que j'ai entendu. Et quand je délivre ma marchandise, ah, mais c'est pas ça que je vous ai demandé. Mais c'est pas ça que je voulais dire. Des fois, il n'est même pas d'accord avec l'email. Mais c'est pas ça. J'ai écrit ça, mais c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire, genre, va comprendre ce qu'il n'a pas dit. Mais ce qu'il aurait dû dire, puisque c'était évident que c'est comme s'il l'a dit. Et toi, tu risques quand même rien de te dire. Il se bagarre. Il se bagarre. Alors, il m'a dit, je préfère confirmer 5 fois, comme ça, on est sûr qu'on est sur la même longueur d'onde. Alors, j'ai réfléchi, j'ai dit, si, déjà, pour un 5 recto brillant, c'est rien, ça veut dire que c'est un papier de toilette imprimé harmonieusement. Alors, comment on fait pour se comprendre sur des choses qui nous remettent en cause? L'éducation des enfants, le stress, les malaises, l'argent, les nerfs, ta mère, qui est quand même un sujet de conflit. D'accord? Comment on va faire pour se comprendre? Si déjà pour un petit prospectus à 2 balles, on met 1h30 pour se comprendre. Comment on va faire pour se comprendre pour des choses fondamentales? Mais ça, c'est encore le couple. Mais la Torah, comment tu espères rentrer dans le Da'at Eloki de la Torah, la conscience, la connaissance de Dieu, alors que tu viens de sortir d'un feuilleton américain ou d'un roman débile? Comment tu vas passer à la profondeur de la Torah? Quelle est ton illusion de croire que tu as compris de quoi ça parle? Et pourtant, les textes, ils sont là, le Chumash, il est là, les commentaires, ils sont là, les mots, ils sont là, et alors, il suffit simplement de se concentrer et de comprendre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui va faire que je vais comprendre? Alors comprendre, c'est quoi? Ça veut dire que je vais faire un avec la chose. C'est ça, j'ai compris. Oui, j'ai compris. Et après, quand j'ai compris, finalement, je sais. Ça veut dire qu'on met des années à savoir ce qu'on a compris, et on met des années à comprendre ce qu'on sait. Il y a des gens, ils savent, pendant des années, ils savent, mais je sais. Genre, pourquoi tu fais le contraire? Un jour, il dit, ah, j'ai compris. Donc en fait, maintenant, il a compris ce qu'il savait.
Maintenant, il y a des gens qui ont compris ce qu'ils savaient, mais ils ne vivent pas encore en fonction. Quand est-ce que tu vis en fonction de ce que tu as compris? Quand tu le sais. Donc il y a un savoir avant, il y a un savoir après. Il y a un savoir avant qui est la preuve que tu as un cerveau, mais il y a un savoir après qui est la preuve que tu es cohérent avec ce que tu vis. Quand tu es cohérent avec ce que tu vis, on dit je sais. Moi je dis ça à mes élèves, je leur dis tant que vous ne vivez pas ce que vous pensez, ne dites pas je sais. Parce que quand tu dis je sais, tu crois que tu sais. Donc tu fais plein d'erreurs, à chaque fois tu dis mais je sais. Et un jour tu dis j'ai compris. Il vaut mieux que tu te casses la tête à te dire vraiment je veux comprendre. Comme si tu vois ta femme elle a fait une tête bizarre, tu dis écoute chérie, avant qu'on commence, c'est pourquoi et comment j'en ai marre, et tu me fatigues, tu dis juste comprends. Qu'est-ce que tu as dit exactement? Je veux comprendre, qu'est-ce que tu as dit? Alors il dit bah voilà, je voulais te dire que voilà, je suis très fatigué, j'ai eu un Shabbat difficile avec les enfants, et toi tu étais dans le coma entre la synagogue et les trucs, et maintenant je suis fatigué, je voudrais avoir une petite heure ce soir, mode Shabbat pour me reposer. Ah bah c'est tout, il fallait le dire. Il n'a pas compris comme ça, lui. Il a compris, j'en ai marre, ce soir, elle joue avec toi, tout sur ma tête. Donc comment veux-tu qu'ils réagissent avec sérénité? Ils ont gagné 2 semaines de tronche, simplement parce qu'ils ont misé sur la clarté. Voilà, écoute, je vais allumer l'écran, et je vais écouter. Et l'autre, elle dit, vraiment, sans nerfs, sans stress, sans angoisse, sans malaise, elle dit ce qu'elle doit dire. L'autre, il dit, eh ben c'est bon. Eh ben voilà. Et lui pareil, il dit voilà, eh ben écoute, dis-moi ce qui va pas. Et il rentre, il a une tête. Attends, tu t'assois, tu te détends, tiens voilà, une verveine ou là un whisky on the rocks. Tu te mets à l'aise et qu'est-ce qui va pas? Voilà, dis-moi. Oui, le client il m'a planté, 150 000 €, le patron m'a déchiré, après dans la voiture j'ai eu un accrochage, et l'assurance elle touche pas. Voilà, t'as fini de vomir? Oui. Mais tu m'aimes, oui, je t'adore. Je suis la femme de ta vie, oui, c'est l'homme de ma vie, c'est super. Ah ben viens, techniquement, on va régler le problème. Mais il a rien dit, lui, il rentre, tu fais la gueule, moi je me tape les gosses depuis 4 heures, et toi, et moi tu crois que je suis quoi? Pourquoi faire? Pourquoi cette souffrance? Pourquoi Apocalypse non tous les soirs? Pourquoi nuit et brouillard tous les soirs? Simplement pourquoi? Parce qu'on n'a pas pris le recul. Oui, on n'a pas pris le recul pour donner un message qui soit clair. Je dis, mais c'est pas facile. C'est comme tu veux, mais quand tu vois ce que ça te coûte, la tronche et l'arme, peut-être que l'effort de clarté, il serait plus payant. Comprenez ou non? Mais ça, c'est quoi, cette logique-là? C'est que maintenant, moi, j'ai un poids, j'ai une charge sur la tête, j'ai une charge, d'accord? Et d'un autre côté, j'ai une réalité. Alors, est-ce que j'ai le droit de me débarrasser de ma charge sur la personne qui est en face? Donc maintenant, j'ai un deuxième problème. Non seulement je dois être présent pour moi, mais je dois aussi être présent pour l'autre. Parce que qui a dit que l'autre, il doit subir mon manque de présence? Vous avez compris ou non? Moi, mon rôle de maman, il est difficile. Alors, je le fais peser à mon mari. Moi, mon rôle de père est difficile. Alors, je le fais peser à ma femme. Moi, mon rôle d'employé est difficile. Alors, je le fais peser à ma femme. Moi, mon rôle de truc, il est difficile. Donc, je le fais peser à mon mari. Et ouais, combien chacun, il peut se renvoyer? On dirait une partie de volée. Chacun, il se renvoie la balle. Tu prends ta balle, tu captes ta balle, tu avales ta balle, tu jettes ta balle, tu digères ta balle, tu jettes ta balle. C'est comme ça, la vie. Moi, j'ai des trucs aussi dans ma vie. Quand je rentre à la maison, pourquoi je vais polluer ma famille? Les gens ils me disent « Ah, j'espère que ça va rester entre nous. » Je dis « Tu crois que tu m'as pourri la tête, je vais pourrir ma famille maintenant ?» Je dis pas comme ça, je leur dis « Non, non, vous en faites pas, ça serait en toute discrétion. » T'as déjà vu un mec qui a une fosse septique et qui fait des visites commentées? C'est une fosse septique. C'est des fosses septiques, c'est à quoi ça sert les fosses septiques, non? Vous savez pas ce que c'est une fosse septique? C'est des gens qui sont sceptiques, mais pas vraiment. C'est des faux sceptiques. Il y a des vrais sceptiques et il y a des faux sceptiques. Les faux sceptiques... Qu'est-ce qu'ils déchargent? C'est normal. Ils ne sont pas sceptiques, ils sont faux sceptiques. Un vrai sceptique, il veut qu'il ait une question, il répond. Mais les faux sceptiques, c'est les gens qui font durer la question parce qu'ils ont peur de la réponse. C'est genre, j'ai des questions. Vous savez, monsieur Lormain, bon, tout ça c'est très beau, hein, mais j'aurais des questions à vous poser. J'aurais des questions. Je dis, vas-y, pose-les. Non, 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 c'est trop facile. Là, vous êtes comme ça. J'ai pas le temps. En vérité, il n'a pas de questions. Mais non, il a tellement pris de coups dans la tête pendant la conférence que c'est la vérité qui lui a déchiré le cerveau et que maintenant, il faut passer à l'étape d'après, il faut y aller. Donc il préfère inventer qu'il a des questions plutôt que d'assumer les réponses qui sont évidentes. Les réponses sont évidentes, je vous dis pourquoi. Parce que la vérité, elle est évidente.
C'est le mensonge qui est ambigu. Mais la vérité, elle est toujours évidente. C'est normal. Puisque la vérité, c'est vital. Et ce qui est vital, le bon Dieu va te le donner. T'as déjà vu quelqu'un qui te fait payer pour respirer? La lumière, c'est payant. L'air, c'est payant. L'eau, c'est pas très cher par rapport au diamant. Pourtant, un mec, il a 2 kilos de diamant. S'il a plus d'eau, il est mort. Et un verre d'eau, il est sauvé. Et l'eau, c'est quoi? C'est un diamant. Regarde, un verre d'eau, regarde-le. Donc c'est quoi l'idée? Tout ce qui est vital, c'est gratuit. Si c'est gratuit, c'est accessible. Si c'est accessible, pourquoi tu ne le trouves pas? Donc pourquoi? Pour toi, ce qui est évident, c'est pas évident. Parce que tu es un sceptique. Maintenant, un sceptique, on a le droit d'être sceptique. Il faut garder son esprit critique. Mais c'est pour comprendre. Si tu crées un esprit critique pour refuser la vérité, c'est pas un esprit critique. C'est une autre forme d'intellectuel qu'on appelle le Mshon Neuf, qui n'est pas du tout intellectuel, qui est une manière de s'obscurcir la tête pour ne pas réfléchir. Ben, c'est exactement pareil. Pourquoi? Simplement parce que tu as des questions. Eh ben, cherche des réponses. Vous croyez que la Torah, elle est pleine? Elle est 1 million de réponses. Toutes les questions que tu peux avoir, vas-y. Il y a des rabbins, il y a des questions, il y a des chivotes, il y a des systèmes, il y a tout. Va apprendre. Ah non, ça sert à rien. De toute façon, vous êtes obscurantiste, vous êtes fermé, vous êtes kéblo. Je suis kéblo, moi. Moi, j'ai soigné des psychiatres, tu me dis que je suis kéblo. Moi, je suis mal dans ma tête. Moi, t'as vu la tronche que j'ai? Tu crois que je suis mal dans ma peau? Et toi, avec tes angoisses, tes nerfs et tes stress et la sueur qui coule dans ton dos, tu crois que tu es à l'aise? Ils sont bizarres, les gens. C'est-à-dire qu'ils veulent se convaincre que toi, tu es mal. Comme ça leur évite d'assumer que peut-être eux, ils sont mal. Mais la question, c'est un miroir. Le miroir, c'est le présent. Le présent, il te renvoie quelque chose. Donc, si vraiment, tu vois vraiment que tu es dans la mer, tu te poses la question, en quelle proportion cette mer me concerne? La mer. C'est la mer. La mer, c'est une immensité dont on ne voit pas le fond et dans laquelle on a l'impression de se noyer. Maintenant, il y a des gens, ça leur suffit un verre d'eau. Mais les 3 quarts des gens, ils ont besoin de quelque chose d'immense. Ouais. On m'a dit, comment je vais réussir cet examen? Comment je vais sauver mon couple? Comment je vais payer la bar mitzvah? Comment je vais rembourser les 150 000 euros? C'est une mer. Maintenant, à chaque fois que tu es dans la mer, tu rames. Et tu vas t'en sortir. Il y a des gens, non, histoire. Eh bien, c'est trop, ça ne sert à rien, de toute façon, ça mènera nulle part. Mais si le bon Dieu, il pensait que tu devais te noyer, il va te noyer. Pourquoi il va te laisser penser que tu peux ne pas te noyer? Puisque tu penses que tu vas te noyer. Donc, si tu te noies, c'est pas lui qui t'a noyé. Parce que si vraiment tu dois te noyer, eh bien, tu te noies, et tu montes là-haut et tu discutes avec lui. Mais puisque tu es encore vivant pour te poser la question, peut-être que je ne vais pas me noyer, et la preuve, c'est qu'il y a un petit bout de bois qui flotte au milieu de la mer. Il est là devant toi. Toi, tu dis, mais moi, je ne vais pas me raccrocher à un bout de bois. Qu'est-ce que ça veut dire, moi? Moi, j'étais dans une croisière, ou la Costa, ou la je sais pas quoi. J'ai payé 7 800 € première classe. J'étais tranquille en kiff à 00h30, après 4 cocktails gratuits au bar. J'étais assis comme ça, sur le rebord. Je me suis levé, j'ai dit, quelle immensité. Je suis tombé. Et maintenant, je suis dans la mer, en plein milieu du Pacifique. 10 000 heures de natation par là, 10 000 heures de natation par là, 10 000 heures par là, 10 000 heures par là, tu dis, on dirait une croix, j'ai envie de... D'accord, mais qu'est-ce que je vais faire? Mais il y a un bout de bois. Et toi, tu dis, mais je vais me rabaisser, moi. Je vais me rattacher un bout de bois, moi. Plutôt mourir. C'est le moment que jamais. Eh bien, tu vas te rattacher au bout de bois. Dans ton divorce, il te reste une lueur d'espoir. C'est qu'elle t'a dit casse-toi, mais elle t'a dit bon, si tu veux ce soir, dors ici. Tu n'entends pas, là? Alors ta gava, elle te dit mais comment elle m'a dit casse-toi? Et ton cerveau, il te dit mais quand même, elle t'a dit dors ici. Alors elle sait que t'es patron d'hôtel, que t'as 70 chambres libres. Pourquoi elle t'a dit ça? Alors vas-y, clique. Ouais. C'est pareil, ton fils, il dit j'en ai marre, je veux plus te parler, je veux plus te parler, papa, je veux plus. Après, il va voir ta femme, il dit qu'est-ce qu'il a dit, papa? Écoute, écoute les bruits qui ne s'entendent pas. Tu dis non, tant qu'il ne me demande pas Mehila. Quand Mehila, tu habites au 11e étage, il est énervé, il est caractérisé, t'as pas peur? Mehila! Tu peux peut-être toi lui demander Mehila demain à Pantin. Hazvéchalom, mon morceau. Tu vas, tu dis je fais mon rôle de père. Des fois le rôle de père, eh ben, c'est de réagir. Des fois le rôle de père,
c'est de se taire. Des fois, le rôle de père, c'est de s'attendrir. Des fois, le rôle de père, c'est de réfléchir. Il y a plusieurs facettes. Eh ben, vas-y, fais ce que tu as entendu, ce qu'il a dit, tu as vu ce qu'il a dit. Alors, va le voir, tu dis, mon fils, il faut qu'on parle. Tu peux garder la fermeté, mais montre-lui que tu es là. Tu dis, non, il faut qu'il vienne lui. Peut-être qu'il n'a pas la capacité de le faire. Peut-être qu'il est petit, peut-être qu'il est orgueilleux, peut-être qu'il est bête, peut-être qu'il n'a pas les outils. À quoi ça sert de se prendre la tête? Qu'est-ce que tu veux être au même niveau que lui? Mais c'est quoi la logique? C'est que dans la logique de toi, tu es présent, moi je suis présent, ben des fois, quand l'autre n'est pas présent, il va falloir être un peu plus présent pour lui. Ça s'appelle le transfert de conscience. Tant que l'enfant il est petit, il faut l'aider. Il est comme ça. Ah ouais, mais lui, il a 38 ans. Ah oui, il faut beaucoup l'aider. Je crois même qu'il va se faire aider. D'accord? Ça, c'est quoi? Ça s'appelle Ové Tamid. C'est ça la perpétuité d'être. Maintenant, dans la vie, il y a des écrans. Dans la vie, il y a des obstacles. Dans la vie, il y a des bonheurs. Dans la vie, il y a des souffrances. Et quand même, il faut continuer à exister. C'est pour ça que c'est marqué qu'il est Ové Tamid, une perpétuité d'être, un présent perpétuel, aligné d'Echad sur un seul sujet. Mitsadasmo par rapport à lui-même. Ça veut dire quoi? Al-Inyan Echad, ça veut dire qu'un homme, il doit être capable de comprendre. On a dit que la vie, c'est des séquences. Maintenant, moi, je dois être à 100% dans chaque séquence. Maintenant, l'Itzera, c'est quoi? C'est d'être dans une autre séquence. Maintenant, je peux être dans une autre séquence de mon futur. Je peux être dans une autre séquence de mon passé. Ou pire encore, je peux être dans une autre séquence de quelqu'un d'autre. Ça va? Maintenant, je regarde la maison de l'autre, je regarde la femme de l'autre, je regarde l'intelligence de l'autre, je regarde le mazal de l'autre, je regarde la chance de l'autre. Mais je me trompe de séquence, c'est ma séquence. Des fois, je me trompe de combat. Des fois, je me trompe d'ennemi. Tu dois être à 100%. Aligné à Nechad, c'est ta séquence maintenant. Maintenant, qu'est-ce qu'on est? On est à la synagogue samedi matin, prie. Ah oui, mais le magasin, t'es pas au magasin maintenant. Tu es à la synagogue, alors prie. Après, tu dis oui, mais après, tu es à l'hôpital. Après, maintenant, c'est Shabbat, tu es à table avec tes enfants. Reste à table. Ah non, j'ai pas la tête, j'ai beaucoup de soucis au magasin. Mais non, tu peux aller au magasin, tu peux pas, c'est samedi. Alors maintenant, reste avec tes enfants, chante et mange et dis à ta femme que c'est bon, elle s'est crevée 24 heures de faire des salades. Dis-lui que c'est bon. J'ai pas la tête. Donc maintenant, tu cumules. Maintenant, tu avais un problème de magasin. Maintenant, tu as un problème parce que ta tête fait la femme, elle fait la tête. Ouais. Après, ton fils, il te dit, bon, papa, je voulais te parler. Ah, mais je crois que j'ai ça. Allez, vas-y, l'autre, il part dans la crise maintenant. Il va dans la chambre. Ouais, j'ai envie de mourir. Mon père, il m'aime pas. Vas-y, troisième dossier. Et ouais, combien tu ouvres des dossiers? Ça s'appelle que tu es une séquence. Comment on appelle cette séquence? Une mitzvah. Arosek, ba mitzvah. Patur mina mitzvah. Celui qui est occupé à une mitzvah est exempté d'une autre mitzvah. Donc, quand tu es en train de faire cette mitzvah, les autres mitzvot, tu es exempté. Tu n'as pas, elle n'existe pas. Tu es comme un goy pour la deuxième mitzvah. À plus forte raison pour une avera. Quand il vient, il te dit fais une avera, tu dis Arosek ba mitzvah, pas tourne une avera. Celui qui occupe une mitzvah, il est exempté d'une avera. Je peux pas, j'arrive pas à faire deux choses à la fois. Maintenant je travaille, je peux penser à la secrétaire. Maintenant je travaille, je peux penser à mentir. Je peux pas. Quand tu es occupé à la vérité, tu peux pas t'occuper du mensonge. Et ça, cette logique-là, ça s'appelle Aïnyan Echad. Donc on a dit une perpétuité d'être. Aligné sur un seul sujet, parce que je vis à 100% chaque séquence de mon présent, mitzadatsmo par rapport à soi-même. Et ça aussi, c'est une grande discipline de réussir à ne pas vivre dans le regard des autres. C'est difficile. Vous savez que l'enfant, depuis 3-4 ans, il commence à vivre dans le regard des autres. Par exemple, vous faites l'expérience, le gosse, il est dans la salle à manger, vous êtes dans la chambre. Vous entendez qu'il court, Shabbat après-midi, vous êtes détendu, vous regardez le plafond, et lui il court, il court, et puis on entend, il glisse, après il tombe, vous entendez, boum. Mais vous n'entendez pas les pleurs, il n'y a pas de pleurs. Et puis au bout de, je sais pas moi, 15 secondes, vous entendez, genre sirène de police américaine. Je dis, attends, je refais l'histoire, je l'ai entendu courir, je l'ai entendu tomber, j'ai entendu le choc, boum, il a pris un coup dans la porte, ou et après je ne l'ai pas entendu pleurer, et après, pourquoi il n'a pas pleuré tout de suite, il a eu mal tout de suite? Il a réfléchi, est-ce que j'ai un bon public pour ma mise en scène? Y a-t-il quelqu'un qui va être sensible? Y a-t-il un budget de sucette pour compenser cette crise? Donc tu dois sentir quand est-ce qu'un pleure, il a un pleur de douleur, quand est-ce qu'un pleure, il a un pleur de tminik. Tu dois sentir. Là tu dis, là il est en train de nous la jouer grand public là. Là, il veut l'Oscar ce jour-là, ouais. Tu dois savoir. Ou non, c'est sérieux. C'est sérieux. Mais c'est quoi l'idée? Simplement que la personne, elle fait semblant. Pourquoi? Parce qu'elle sait qu'elle peut trouver des gens qui vont être sensibles à sa douleur. Et 3 ans. Imagine 33 ans. Qu'est-ce qu'ils vont dire les voisins? Qu'est-ce qu'ils vont penser les gens? Comment ça va se passer? Et quand même, j'ai ma réputation à l'école. Et à Pantin, tout le monde me connaît.
Et ouais, jusqu'à quel âge tu vas vivre dans le regard des autres? Tu dis, mais c'est pas simple. Et puis aussi, c'est une obligation. Veitem Nekiim Lachem. Mais tu as raison. Mais même quand tu dois être Naki envers Hachem et envers les autres, mais c'est en référence à toi ou en référence aux autres? Parce que peut-être que tu n'existes même pas, toi. Une fois, j'étais à Natania. Alors, j'ai fini le cours. Un petit jeune comme ça, enfin, un petit jeune, une trentaine d'années, il me dit, Rav Chetrit, je ne sais pas quoi faire. Écoutez, j'ai fait les Aliyah, je suis ici, mais en fait, je travaille avec mon père à Paris. Et puis, moi, je l'aidais beaucoup. Et puis, il est quand même âgé parce qu'on a une grande différence d'âge. Et puis, maintenant, il est seul au magasin. Et je ne sais pas quoi faire. Et comment il s'en sort. Et c'est difficile. Et puis, il y a mon père, et mon père, et mon père, et moi, et mon père, et mon père, et mon père, et mon père, et moi, et mon père, et mon père. Je dis, dis-moi, je te pose une question. Je dis, quand tu te regardes dans un miroir, tu vois quoi? Tu vois toi ou ton père? Il m'a dit, j'ai pas compris. Je dis, mais c'est une question simple. Quand tu te regardes dans le miroir, si tu vois ton père, c'est que toi, tu n'existes pas. Tu es l'excroissance de ton père. Ou là, le transfert de culpabilité de ton père. Maintenant, je comprends, ça peut exister, ça s'appelle un sens des responsabilités. Mais ce n'est pas jusqu'à l'annulation totale. L'autre, c'est la victimisation, mais ce n'est pas jusqu'à l'annulation totale. L'autre, c'est la culpabilité du malaise, mais ce n'est pas jusqu'à l'annulation totale. L'autre, c'est la vérote qu'il a fait, mais ce n'est pas jusqu'à l'annulation totale. Si Hachem voulait qu'on s'annule totalement, il nous dirait tire-toi une balle dans la tête, c'est une mitzvah. Non, il ne dit pas ça. Il dit fais tchouva, il dit change, évolue, mets-toi en mouvement, règle ton problème, trouve des solutions. Hachem, il te pousse vers la réalisation. Donc c'est quoi l'idée? C'est que quand je me regarde dans le miroir, je dois voir moi dans le miroir. Ça s'appelle mitzvah d'atzmo. Il y a un problème avec ta femme, d'accord? D'accord? Maintenant, dans le problème, il y a toujours une proportionnelle. On essaye idéalement de penser que c'est 50-50. Mais c'est toujours à peu près 80-20. Par exemple, toi, tu as oublié de déposer le chèque aux impôts. D'accord? Donc, il va y avoir 10%. Ça fait quand même 80 000 euros. Mais tu as oublié. Lui, maintenant, il aurait pu te dire chérie, quand même, tu sais, c'est quand même 10%. Il te dit espèce de malade! C'est comme ta mère! Une famille de brêles! Donc toi, tu as tort à 80% que tu as fait une erreur de ne pas déposer le chèque. Lui, il a tort à 20% de la manière dont il a eu de t'en parler. Ça va? Des fois, c'est l'inverse. C'est lui qui a tort à 80% et c'est toi qui as tort à 20%. Vous me suivez toujours? Donc dans un problème à 100%, il y a une proportion de ta part et de sa part. C'est clair? Alors qu'est-ce que tu dois faire, toi? Si vous êtes un couple normal, ouais, toi, tu dois t'occuper de tes 80%. J'ai 80%, c'est mes 80%, je me gère mes 80%. Toi, tu as 20%, tu gères tes 20%. Ça a l'air facile pour l'instant? En général, ça ne se passe pas comme ça. Celui qui a 80%, il n'a pas envie d'assumer qu'il a 80%. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il titille sur les 20%. C'est vrai, mais quand même, t'as vu comment tu m'as parlé? Tu trouves ça normal? Vous me suivez ou non? Et l'autre qui a 20%, ça n'intéresse pas de s'occuper de ces 20% parce qu'il trouve ça nul par rapport aux 80%. Or, qu'est-ce qu'il fait? Il défonce la tête des 80%. Donc, elle s'occupe de toi. Toi, tu t'occupes de lui. Personne s'occupe de chacun. Et personne s'occupe du couple. Donc, comme chacun ne s'occupe pas de lui, personne n'évolue. Et comme aucun des deux s'occupe du couple, le couple n'évolue pas. Vous me suivez toujours? Maintenant, c'est difficile. Ça s'appelle mitzvah d'atzmo. C'est-à-dire que moi, je dois regarder ma part à moi. L'enfant, il a des problèmes à l'école. Il y a une part qui vient du père, il y a une part qui vient de la mère. Occupe-toi de ta part de père. Occupe-toi de ta part de mère. Non, qu'est-ce que tu fais? Toi, tu dis, ouais, pourquoi tu ne révises pas avec lui? Après, il dit, mais toi, de toute façon, t'es jamais là. Ou alors, qu'est-ce qu'ils font les deux? Ils font un statu quo, il dit, les deux, ils attaquent l'école. Mais c'est une école pourrie. Ils ont fait transfert de culpabilité sur l'école, tranquille. Ils font pas les devoirs, ils savent même pas quelle classe il est, mais ils disent, l'école, elle est pourrie. Ah, pourquoi payer l'école alors, s'il faut rien? L'école, elle fait sa part, plus ou moins efficacement, et toi, tu fais ta part. Donc maintenant, c'est 3 tiers, maintenant. C'est pas 2 moitiés, c'est 3 tiers. Et chacun, il va sur ses 33%. Et à Raoud Kolo, Raoud le... Mais des fois, l'autre, il rajoute encore un 4e tiers. C'est le bon Dieu. Ouais, de toute façon, c'est la faute de mon Dieu. L'autre, c'est un 5e tiers. Son psy lui a expliqué. C'est la cause de faute de ton père. L'autre, c'est le 5e. C'est la cause de sa mère. L'autre, c'est la cause de la société. C'est la cause du monde. C'est la cause des virus. C'est la cause de la pollution. C'est la cause de l'écologie. Alors, je te dis le secret. Tu regardes ce qui te concerne à toi. Combien? Tu as 10%, prends-les. Tu as 20%, prends-les. Mais prends ta part à toi. Mitzvah d'atzmo. Vous me suivez ou non? Premièrement. Et deuxièmement, de toute façon, sachez-le, ça ne pourrait être que mitzvah d'atzmo. Parce qu'on a dit tout à l'heure que chacun il a une perception différente de la réalité. Ça va? Donc qu'est-ce que je fais moi? Moi je me concentre sur ce que je perçois. Maintenant par rapport à ce que je perçois, j'agis, ce que je peux faire, je le fais.
Maintenant, ce que je peux faire, je le fais à 100%. Je peux le faire. Je peux mettre une bonne ambiance, je peux être sympathique, je peux être investi, je peux être réfléchi. Bon, tu peux pas m'écouter prier, je peux prier. Tu peux pas écouter parler, je peux prier. Je peux allumer des veilleuses, qu'est-ce que je peux faire? Fais-le. Ce que tu peux faire, c'est ce qu'on te demande de faire. Si tu peux faire mieux, fais mieux. Si tu peux pas faire mieux, de t'angoisser, de ne pas pouvoir faire mieux, c'est une erreur. On dit il est interdit de s'angoisser sur une chose qu'on ne maîtrise pas. Interdit. Donc tu veux ou non? Tu as tout fait pour cet enfant. Les bonnes écoles, les chavoutot, les cours particuliers, les vacances, la tréha, l'enseignement. Il n'en a rien à treuf. Tu dis, mon fils, je vais prier pour toi. Ouais, non. Moi, j'ai fait ma part. N'essaye pas de me culpabiliser. Ouais, vous, les parents. Non. Là, tu te trompes de combat, mon fils. Et combat, tu les crées qu'à un en plus, tellement t'es nul. Donc, je te dis, moi, maintenant, j'ai tout fait. Tu as 23 ans. Maintenant, je vais prier. Je vais allumer des veilleuses. Je vais prier. Et toi? De barrasse. Ouais, c'est ça, vous m'abandonnez, c'est trop facile. J'ai dit à papa de me prêter 80 000 € pour ouvrir une pizzeria. Mon fils, ça fait 5 ans que tu travailles. Tu as mis combien de côté? 0. Alors les 80 000 €, ils vont venir dans 5 ans. C'est quand même mon fils. Tu ne lui rends pas service. Tu es en train de lui... Il a déjà les béquilles, tu es en train de lui acheter une chaise roulante. Fais attention. Il va s'asseoir dessus, il va te dire, j'ai été au casino, je pensais doubler la mise. J'ai tout perdu. Tu m'aimes quand même. Je t'aime grillé, je t'aime cuit, je t'aime en rondelle, je t'aime en saucisson, je t'aime beaucoup. Comment? Une fois, il y en a un, il est venu chez moi, il m'a dit, mon fils a pris mes 20 ans d'économie, 72 000 €, il les a pris, il les a joués au poker, il a perdu. Il m'a dit, est-ce que j'ai le droit de le tuer? D'après la halakha. C'est compliqué comme question. Ouais. Toi, tu dis, mais le mec, 40 ans de sa vie, il était garagiste. Vas-y, mets 1 €, 3 €, 1 €, 5 €, 72 000 €. Vas-y, je vais faire ma petite retraite, je vais faire mon petit truc. 0. Rien. Et au poker. Pour rien. C'est-à-dire, genre le dead. Tu sais même pas où frapper. Il n'y a pas d'endroit où il y a le cerveau. Il n'y a rien que de la viande. Tout le mec, c'est un sandwich, tu dis. Je regarde, 80 kilos de shawarma, qu'est-ce que je vais faire? Mais c'est quoi l'idée? Malgré que c'est débile, malgré que c'est incroyable, malgré que c'est choquant, malgré que c'est stupéfiant, c'est quand même ton fils. C'est quand même ta fille. C'est quand même ta femme. C'est quand même la mère de tes enfants. C'est quand même la mère de ta femme. Bon. Je savais qu'il y en a une qui allait vous faire rigoler. Donc c'est quoi l'idée, oui? C'est quoi l'idée? Non, parce qu'il faut savoir que quand tu te maries, c'est un package. Tu peux pas... L'une ne va pas sans l'autre. Des fois, en plus, tu tires sur un, il y a l'autre qui suit. Le cordon ombilical. Il n'a pas été coupé encore. Donc c'est quoi l'idée? C'est qu'une personne, elle accepte ce que Akadosh Baruch Hu lui propose, parce que c'est une réalité. Maintenant, le problème, c'est comment est-ce que cette réalité, elle va être vécue avec sérénité, elle va être vécue avec une bienveillance, avec un bien-être. Alors c'est ça la différence entre les deux. Pourquoi? Parce qu'il y a deux types de questions. Il y a ce qu'on appelle les questions émotionnelles et les questions intellectuelles. Vous savez qu'il y a une mitzvah d'étudier la Torah tous les jours. Quand vous étudiez la Torah, c'est un truc bizarre. Vous avez dans une Mishnah, par exemple, Rabbi Shimon et Rabbi Houda. D'accord? Vous avez dans la Gemara, Abaye et Rava. Et maintenant, ils sont en train de se bagarrer. Alors, ils se bagarrent pendant 3 pages dans la Gemara. Un, il a dit comme ça, l'autre, il a dit permis, l'autre, il a dit interdit, l'autre, il a dit pur, l'autre, il a dit impur. Après, vous avez fait tout le développement d'un côté, tout le développement de l'autre. Après, vous avez le Rashba qui explique les deux côtés. Après, vous le Rabbi Akiva, le Rashba, le Ron, Et après, c'est marqué Divrei ve'elu ve'elu divrei Elokim Haim. Tu dis les paroles des deux sont les paroles d'un Dieu vivant. Ça veut dire que les deux ont raison. Tu dis, mais comment je vais faire? Comme les gens, des fois, ils viennent et disent, monsieur Rama, mais quelle est la halakha? Je dis, ben la halakha, d'après un tel, c'est comme ça, d'après un tel, c'est comme ça. Tu dis, alors c'est quoi? Je comprends pas, c'est mon argent, c'est son argent, c'est quoi? Des fois, c'est plus compliqué, parce que des fois, d'une génération à l'autre, ça change. D'un endroit à l'autre, ça change. D'un rave à l'autre, ça change. Même des fois, quand il est jeune. Bon, quand il est âgé, tu comprends, mais quand il est jeune, ouais. Et bien, c'est comme ça. Pourquoi c'est comme ça? Alors ça sort une chose incroyable. C'est ce qu'on appelle en français la vérité plurielle.
En philosophie, il y a le vrai, le faux et l'absurde. C'est facile. Dans la Torah, déjà, le vrai, c'est 70 facettes. Ça va? 70 facettes. 70 facettes, ça correspond à quoi? Le fait que la Torah, on peut la découper au niveau du texte en 70 manières. Vous connaissez le texte de la Torah? Le Chumash. Vous prenez le Chumash. 312 000 lettres. Maintenant, c'est Bereshit, Bar Elohim, Et Hashamayim, Vetaret. Ça, en réalité, c'est un découpage. Il y a 70 découpages possibles. Maintenant, la Torah orale, c'est l'explication de la Torah écrite. S'il y a 70 découpages, donc il y a 70 Torah orale. Vous me suivez toujours? Maintenant, dans la lecture de la Torah écrite, il y a 16 niveaux. Il y a 4 niveaux, le pshat, le remez, le drash et le sod. Le sens littéral, le sens par le midrash, par une allusion, le sod, le remez, l'allusion, et le sod, le secret, la Kabbalah. Mais en vérité, dans les 4 niveaux, il y a 4 sous-niveaux. C'est qu'il y a le pshat du pshat, le remez du pshat, le sod du pshat et le drash du pshat. Ça fait 4, 4, 4, 4, ça fait 16. 16 fois 70. Vous me suivez toujours? Maintenant, c'est marqué Kol Israël Yeshlo Halek Batorah. Ça veut dire que chaque Israël, il a une neshama différente, et selon sa neshama, il a une lecture de la Torah différente. Donc on va résumer l'histoire. Il y avait 600 000 neshamot au Matan Torah. Donc ça fait 16 multiplié par 70, multiplié par 600 000. Ça commence à faire beaucoup là. Pourquoi c'est compliqué? Pourquoi il ne pouvait pas nous faire un truc simple? Je vais dire pourquoi. Parce que l'homme il est grand, l'homme il est immense. Adam, c'est les mêmes lettres que Méhod. La Torah c'est énorme. Moi je vous dis la vérité, pour ceux qui ont un petit peu étudié. Vous étudiez bien Shabbat, d'accord? La Gemara Shabbat, les Halachot Shabbat, et le Higletal, et le Minchat Chinuch. Après vous commencez à rentrer dans chaque Melacha, chaque truc, après vous regardez le Shulchan Aruch, après les Deot, après les... En vérité, un goy, avec Shabbat, il aurait pu faire une religion. D'ailleurs, ils ont fait les adventistes du 7e jour. Et encore, ils ont rien, ils connaissent rien. C'est-à-dire que Shabbat, c'est une religion. Souka, tu peux faire une religion avec. Mitzvah Souka, Lulav, tu fais une religion. Une religion. D'accord? Je sais pas, chaque mitzvah, c'est une religion. Alors, 613 mitzvot. Le Rabbi Bechaye dit 613 olamot. 613 mondes. C'est-à-dire que quand tu connais bien le Talmud, et tu veux rentrer dans la Kabbalah, tu crois que tu es goy. Tu dis, je comprends rien. Je ne sais pas de quoi ça parle. C'est un autre monde. Moi, ça fait une quinzaine d'années que j'essaye un petit peu de pénétrer comme ça. On dirait que tu creuses une montagne avec une petite cuillère. Et j'ai acheté mes veaux chez Harim, et Pitré chez Harim, et Sefer Akdamot, et le Ramchal, et j'achète, et je lis, et je comprends rien. Je ne suis pas spécialement débile, non? C'est un autre monde. Bon, des trucs vulgarisés dans la Hassidoute, des trucs... Tu peux trouver un petit peu des petites accroches, mais la Kabbalah pure, je te dis, on dirait une autre religion. Alors si tu te dis, si, déjà, ouais, et celui qui comprend bien la Gemara, c'est pas celui qui comprend la pensée juive. Et celui qui maîtrise bien la pensée juive, c'est pas celui qui comprend la Laha. Et celui qui comprend bien la Laha, c'est pas celui qui comprend la Kabbalah. Comment quelqu'un il va être complet dans tout? Et le pire, c'est que tu dis, bon, mais c'est pas grave, parce que c'est des systèmes différents. Non, Torah Tachem Temima. La Torah d'Hachem, elle est complète. Ça veut dire quoi? Un, il complète l'autre. Un, il répond à l'autre. Par exemple, quand vous lisez la Gemara selon la Kabbalah, vous savez que la question et la réponse, ils ont la même valeur numérique. Pour ceux qui croiraient que ça s'est fait par hasard, c'est impossible. Je ne sais pas comment il faut calculer. Donc c'est quoi l'idée? Ça veut dire que maintenant, quand je vais étudier la Torah orale, et je vais me casser la tête, alors je vais accepter que Rabbi Yehuda il a d'une manière, et Rabbi Shimon il a d'une autre manière. Maintenant, comme moi j'étudie tout seul, je dois bien comprendre Rabbi Yehuda. Donc je vois tout son argumentaire, je dis Rabbi Yehuda il a raison. Après, quand je regarde Rabbi Shimon, qui est en regard avec Rabbi Yehuda, alors je suis bien Rabbi Shimon, je dis Rabbi Shimon il a raison. Donc quand j'écoute Rabbi Shimon, c'est lui qui a raison, quand j'écoute Rabbi Yehuda, il a raison. Maintenant, les deux ont raison. Après, tu étudies en Chavruta, alors c'est plus compliqué maintenant. Parce qu'un par hasard, il a pris l'avis de Rabbi Shimon, et l'autre, il a pris l'avis de Rabbi Yehuda. Et je me bagarre avec lui. Et toi, je suis pas d'accord, et je suis pas d'accord. Quand tu as dépassé l'amour-propre, la bêtise, la lourdeur, l'envie que l'autre se taise, qu'est-ce que tu as fait? La Chavruta, c'est apprendre à vivre avec la différence de l'autre. Ça va? Maintenant, un jour, si Dieu veut, tu vas comprendre que la vérité, elle est plurielle. C'est pas que ta femme, elle a tort et toi, tu as raison. C'est pas que toi, tu as raison et elle a tort. Tu te répètes là. Ou que toi, tu as tort. Non, en vérité, il faut trouver le compromis. Il faut trouver la complémentaire des deux. Il faut trouver comment on va fonctionner ensemble. Mais pour arriver à ça, il faut accepter que divrei Elou ve'Elou divrei Elokim Haïm.
L'enfant, il a besoin d'un père et d'une mère. Donc ça ne sert à rien depuis 23 ans de dire on n'est pas d'accord sur l'éducation, on n'est pas d'accord. On a intérêt à se mettre d'accord. Parce que le bateau, il a besoin de 2 rames. Il faut que les 2 rames, elles rament du même côté. Maintenant, s'il y en a un qui rame comme ça et l'autre qui rame comme ça, le bateau, il fait du surplace. Même si les 2, ils rament en arrière. Ouais, de contradiction, voilà. Mais même quand en arrière, il avance. Si on a un seul qui rame, dis-moi, je rame l'autre, j'ai pas besoin de ramer. De toute façon, j'ai jamais vu ma mère ramer, pourquoi je vais ramer? Mais ta mère, elle s'est pendue, ça n'a rien à voir. Oui. Donc, un qui rame, l'autre qui rame pas, le bateau, il tourne en rond. Puisqu'on est 2, on rame les 2. On est dans une entreprise, on est 5, on travaille à 5. Vous me suivez ou non? Dans une communauté, on est 100, il faut travailler à 100. Mais comment on va faire? Mais j'aime pas ça trop, j'aime pas ça truc. Elle est pour qui? Qu'est-ce qu'elle croit? Elle est tunisienne, elle est marocaine, elle est khalouana. Eh bien, le bon Dieu, dans un mazal, il vous a maudit, vous a mis ensemble. Ça veut dire débrouillez-vous. C'est pour ça qu'Hachem, il a créé la galoute. La galoute, c'est quoi? Quand on ne s'arrive pas à s'arranger entre nous en Israël, Hachem, il nous envoie chez les pathos. Et chez les pathos, on est obligé de s'arranger entre nous. Parce que le pathos, il te dirait que ce soit c'est difficile. Ils ont les pogroms, les persécutions, la souffrance. Ils se sont arrangés, Ashkenaz, Séfarad, Trélouet. Dans le ghetto, chacun aura sa part du ghetto. Parce que va lui expliquer à l'Ukrainien que tu es pour les amitiés judéo-chrétiennes, il ne te dit pas d'amitié. À ta mort, à ta mort, toi tu meurs ce soir. Et bien là tu t'arranges avec le Tunisien. Bien que tu es Ashkenaz, tu dis, mais j'aime bien quand vous mettez un peu d'huile dans le choulet. Il y a aussi peu. D'accord. Donc c'est quoi l'idée? C'est quoi l'idée? C'est qu'on va s'arranger entre nous. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas où aller. Ben c'est pareil, un jour dans le couple, on va dire, écoute, le problème c'est nous, la solution c'est nous, c'est pas la peine de tourner. Et là-bas, ta mère, ta soeur, ton truc, c'est nous. Le problème c'est nous, la solution c'est nous. Alors un jour, tu vas aller encore plus loin. Tu vas dire, le problème c'est moi, la solution c'est moi. Chez moi. Moi, je vais le faire moi avec moi, toi tu vas le faire toi avec toi. Donc maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant, j'ai la Emouna. Je vois une réalité devant moi, je dis le bon Dieu s'est pas trompé, il m'a envoyé cette femme, il m'a envoyé cet enfant, il m'a envoyé cette parnassa, il m'a envoyé ce corps, ça veut dire que c'est pour moi, et je prends pour moi et je cherche moi. Ah, tu dis alors c'est trop facile, alors l'autre dit, non, t'as pas compris, je t'ai pas dit de prendre tout pour toi, j'ai dit de prendre sur toi les 100% qui te concernent à toi. Maintenant peut-être c'est 5%, peut-être c'est 2%. Tu dis ouais mais ça va pas régler le problème, si ça va régler le problème. Parce que toi, la vie c'est un miroir. Donc quand toi, tu prends sur toi de faire ce qui te revient à toi, ça incite l'autre à prendre sur lui ce qui lui revient à lui. Maintenant, il peut ne pas le faire. Mais maintenant, on a changé les donnes, c'est son problème. Alors qu'en fait, toi, qu'est-ce que tu faisais? Tu disais c'est mon problème. Donc tu es tellement écrasé par la culpabilité que c'est devenu ton problème que tu n'arrives pas à gérer la taille du problème. Alors que quand tu dis, écoute, moi je fais ce que j'ai à faire, l'autre il fait ce qu'il a à faire. La vie c'est une proposition. C'est comme ça la vie. C'est une proposition. Donc pourquoi je vais garder ma sérénité? Ouais. Parce que j'ai compris que la vérité elle est plurielle. Deuxièmement, que le cumul des pluriels ça donne une vérité. Et c'est bien. Troisièmement, je sais qu'il y a Rabbi Shimon, Rabbi Yehuda, et j'apprends. Comment je le sais? C'est que quand j'écoute l'autre, je ne cherche pas à avoir raison. Moi ce qui m'intéresse c'est la vérité. Maintenant, si la vérité elle vient de toi, si la vérité elle vient de moi, ça ne me dérange pas, puisque dans la Gemara, je connais ni Rabbi Shimon ni Rabbi Yehuda, c'est pas de ma famille. Qu'est-ce que je cherche à savoir? Qu'est-ce qu'un il a dit, qu'est-ce que l'autre il a dit? Et après en le superposant, je vais être sensible à l'un ou sensible à l'autre, et on va trouver une solution. Ben, c'est exactement pareil. Comment je sais quand j'écoute l'autre, si j'ai gardé ma sérénité émotionnelle, c'est que je suis capable d'argumenter dans le sens de l'autre. Tu es capable de faire ça? Vous suivez ou non? Les gens des trois quarts, ils disent je suis pas d'accord. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Mais c'est pas que tu n'es pas d'accord. Parce que ne peuvent ne pas être d'accord que des gens qui peuvent être d'accord. Ça va? Mais si on ne peut pas être d'accord, on ne peut pas être pas d'accord. Il y a plein de gens, par exemple. Moi, ils me disent, oui, monsieur le rabbin, moi je trouve que dans la religion, je dis, tu as fait combien d'années d'Yeshiva? Il dit, non, j'ai jamais fait. Je dis, tu vois, toi, tu es mécanicien. Moi, je suis rabbin. Maintenant, moi, ça fait 25 ans que j'étudie. Toi, ça fait moins de 12 ans. Je vais voir, s'il y a une chose que tu peux faire, quel que soit ton niveau de religion, dans une chose que tu ne connais pas, fais cette mitzvah, ferme-la. Moi, je ne te parle pas de mécanique, ne parle pas de la Torah.
Genre, il veut m'expliquer la Torah. Il veut m'expliquer, il me dit, c'est genre par allusion, il me dit, vous comprenez, les gens qui étudient, ils ont des problèmes. Ils ont des problèmes. Genre, tu me fais le coup de l'opium du peuple. Mais moi, quand j'avais 14 ans, aux toilettes, j'ai compris que la religion, c'est pas l'opium du peuple. Et toi, à 43 ans, tu veux me faire genre que c'est que les gens qui ont des problèmes, ils se réfugient dans la religion. Ça existe. Bien sûr que ça existe, des gens qui se réfugient dans la religion. Mais tu sais le nombre de gens qui se réfugient dans la télé, toi? Tu sais le nombre qui se réfugient dans le shit? Tu sais le nombre de gens qui se réfugient dans la victimisation? Le nombre de gens qui se réfugient dans leur peur? Tu veux savoir le nombre de gens? Alors qu'est-ce que tu parles maintenant de la religion refuge? De quoi tu parles? Donc c'est quoi l'idée? C'est qu'en fait, tu n'acceptes pas une chose qui te remet en cause. L'autre jour, j'avais un couple. Ils vont divorcer, hein. C'est très probable qu'ils divorcent. Pourtant, tu passes 5 heures avec eux. Au bout de 5 heures, le type il dit bon, c'est un type un peu margoulin, très loin de menteur, voleur. Il a épousé une expert comptable, barre de fer algérienne. Ça veut dire ce qu'on appelle une kasra. Et lui, c'est embrouille, dépôt de bilan, vendre des voitures sans facture, très LVD, brûle le magasin avec la cargaison, touche l'assurance. Et l'autre, c'est trac, 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 trac. 8.02.03, c'est tout. Et l'autre, il dit, je t'en prie, la nuit, tous les chats sont gris. Non. Comment ils vont faire les deux? Lui, c'est très loin des compagnies, et elle, c'est géomètre, millimètre. Il me dit, j'en peux plus, j'en peux plus. Je lui dis, écoute, combien tu gagnes avec tes tralouettes? Il m'a dit, ah, plein d'ara. Je dis, combien? 15 000. Il m'a dit, oh, je rêve de 15 000. 8 000, je rêve de 8 000, combien? Eh ben, 3 000. Je dis, quand tu travailles normalement, combien tu gagnes? Il me dit, 2005. Je dis, quand tu embrouilles, qu'est-ce que tu fais? 23 000. Je dis, pour 500 €, tu divorces. En plus, tu divorces pas des 500 €. Tu divorces du fait que ta femme t'oblige à une chose, de devenir une chose que tu ne veux pas être. Mais réfléchis, pourquoi tu l'as épousée si tu sais que ça va être un cauchemar? Il fallait épouser une tralouedeuse, une embrouilleuse, une déposeuse de bilan industriel. Pourquoi tu as épousé une barre de fer? Donc toi, tu as besoin de l'honnêteté, parce que quand tu fais le gamin, tu dis la limite de la malhonnêteté, ça va être ma femme. Et elle, d'un autre côté, elle en a marre des ingénieurs et des experts comptables parce qu'ils sont pas rigolos. Elle a dit, ben, je vais épouser un mec rigolo, comme ça me met un peu de fantaisie dans la vie. Oui, mais le rigolo, c'était un rigolo. Donc l'autre, il est sérieux, il n'est pas rigolo. Mais l'autre, quand il est rigolo, mais il est rigolo jusqu'au bout. Lui, jusqu'à Fleury, il est encore rigolo. Et il voit toi, ça va, qu'est-ce qu'il y a? Ça va, qu'est-ce qu'il y a? Alors, 15 ans. Quoi 15 ans? T'as pris 15 ans? Quoi 15 ans? T'as pris 15 ans. 15 ans, t'as 15 ans pour faire 2 doctorats en langue du Maghreb là-bas. Le mec, il va apprendre toutes les langues du Maghreb. Ouais, peut-être même qu'il deviendra islamiste, il a le temps là-bas, ouais. Mais c'est quoi l'idée? Il croit pas, c'est un rigolo. Un rigolo, c'est une cervonnette. Je t'y réfléchis maintenant. Tu vas pas, ton problème, c'est pas divorcer. Ton problème, c'est de te remettre en cause. Tu veux ou non? C'est que des fois, c'est plus facile de divorcer que de changer. Mais toute la vie, tu vas devoir changer. Tu vas changer pour ton mari. Tu vas changer pour ta femme. Tu vas changer pour tes enfants. Parce que vous avez remarqué quel est le point commun entre les enfants? C'est qu'ils sont tous différents. Chaque enfant, on dirait, tu dis, je sais pas d'où il sort celui-là. Tu as même des doutes. Tu dis, celui-là, il est super mature. Celui-là, il est super immature. Celui-là, il est hypersensible. Celui-là, il comprend tout. Celui-là, il comprend rien. Je dis, mais est-ce que c'est nous qui les avons fait? C'est comme si tu vois un pommier, dessus il y a des poires, des ananas, des oranges. Je comprends les gens qui ont eu des partenaires multiples. Ils ont une famille, un blanc, un noir, un jaune. Comment c'est la famille Benetton? Ah, c'est joli. Mais l'autre, elle a le même mari, ils ont la même femme depuis 15 ans, ils ont 8 enfants, chacun est différent. Comment c'est possible? Je vais te dire pourquoi. Parce que l'homme, il a plusieurs facettes, la femme, elle a plusieurs facettes. Maintenant, les combinaisons possibles entre différentes facettes, c'est des milliers de combinaisons. Donc, il y a une part de toi, à ce moment-là, à l'instant T de la conception, il y a une part de toi qui est passée. Et à un instant T, il y a une partie de la femme. Tac, ça fait une combinaison. Maintenant, on peut en faire combien de combinaisons? Mais malgré les différences, quand même, tu te reconnais dans cet enfant. Et toi, tu te reconnais dans cette... Chacun, il trouve une part dans l'enfant, il part une part de lui. Et c'est ça qu'il faut arriver à aider chez l'autre, chez l'enfant. C'est la part de toi qui est chez lui. Donc, au lieu de regarder la part de l'autre qui est chez lui, tu regardes la part de toi qui est chez lui. Mais celui qui est capable de voir la part de lui, dans l'enfant qui est devant lui, il doit être d'abord capable de voir la part de lui qui a l'enfant qui est en lui.
Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand j'ai étudié beaucoup, et que j'ai dépassé les problèmes de Midot, parce qu'on dit la première année de la Yeshiva, ça crie beaucoup. La deuxième année, ça crie moins. La troisième année, ça crie plus. Parce que la première année, tu veux prouver à l'autre que c'est toi qui as raison. Tu cries. La deuxième année, tu dis, bon, le mec, il pose quand même des bonnes questions, ça peut m'aider, donc ça crie moins. La troisième année, tu dis, écoute, tu sais quoi? Si j'avais pas eu la question de l'autre, jamais j'aurais trouvé la réponse. Donc la réponse que j'ai trouvée, c'est grâce au décapsuleur que l'autre a créé en posant la question. Donc j'ai besoin d'écouter l'autre. Dans le couple, c'est pareil. Au début du mariage, les gens soi-disant, c'est pour avoir raison. Non, en vérité, c'est quoi? C'est les conflits de personnalité. Et moi, et toi, et moi, et toi. Après, au fur et à mesure qu'on grandit, plus on grandit dans le couple, plus on devient solidaire. Après, on n'a plus besoin de crier. Je veux dire, presque à la limite, on n'a pas besoin de parler, on se comprend. On se ressent, on fixe les choses. Ça passe, tchic-tchac. Non, il faut continuer à parler, attention. Non, j'ai vu, ceux qui ont rigolé, ils viennent me voir à la fin du cours. Donc, c'est quoi l'idée? C'est quoi l'idée? Ça s'appelle créer chez soi, développer chez soi la sérénité intellectuelle. Oui? Parce que dans la vie, il y a des questions qui vont arriver. Mais de la même manière, il faut développer chez soi la sérénité émotionnelle. On ne sait pas ce qui va nous arriver, on ne sait pas. On souhaite à personne des malheurs, mais on ne sait pas. Maintenant, d'où elle vient la peur, d'où elle vient la souffrance, d'où elle vient l'angoisse, d'où vient le choc? Elle vient du manque de préparation. Regardez cette histoire, elle est incroyable. On a parlé de ça mardi soir au cours. La Gemara, elle raconte dans Ketuvot d'Afsa Merbet. Elle dit Rabbi Hanina ben Chakinai. Il a été étudié la Torah pendant 13 ans. 13 ans. Vous avez compris? Pas il est parti un soir à étudier à la synagogue. Il est parti 13 ans. Et il a voulu revenir chez sa femme. Maintenant, ça fait 13 ans que sa femme ne l'a pas vu. Donc lui, qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu d'envoyer un télégramme ou d'écrire une lettre ou d'envoyer quelqu'un, il est venu comme ça, pitom, genre bonjour, bonjour. Il est rentré à la salle. Maintenant, sa femme, elle était occupée à faire le ménage. Elle était occupée à s'occuper de la maison. Et elle se tournait, elle voit son mari, pitom. La Gemara, elle dit, son cœur a sursauté, sa neshama l'a quitté, elle est morte. Genre le cadeau de bienvenue. Ouais. Et là-bas, Rachid a un langage incroyable. Il dit, pourquoi elle est morte? Chez Nidma, Beliba, Pitom, chez Barala. Je traduis littéralement pour les gens qui n'ont pas décidé de faire la lia. Donc, chez Nidma, Beliba, il lui a semblé, ou elle s'est imaginée dans son cœur, de manière soudaine, que c'était son mari. Tu dis, mais attends, je ne comprends pas. Elle ne s'est pas imaginée que c'était son mari. Elle a vu son mari. Vous me suivez ou non? Ça veut dire qu'en vérité, moi je sais qu'il est tard, mais je vous le donne en concentré quand vous êtes des gens intelligents. C'est qu'en vérité, ce que je vois, c'est seulement la répétition de ce que je désirais voir, ou que je voulais voir, ou que je devais voir. C'est-à-dire quoi? C'est que quand je rentre dans une réalité, j'ai déjà anticipé une image sur la prochaine réalité. Donc quand ensuite je vois la réalité que j'avais anticipée, cette réalité s'inscrit dans une réalité que j'avais déjà imaginée. Ça va? Comme quand la personne elle est malade, le papa il est vieux, alors à l'hôpital on dit, vous savez, on va faire l'examen, mais il a un teint bizarre. Bon, après on fait les examens sanguins, il dit, écoutez, il y a un truc, il y a une tâche, on préfère vérifier à la radio. Après on fait la radio, on dit à l'IRM, il dit, écoutez, c'est quelque chose de dangereux, il faut vous attendre à un diagnostic difficile et tout. Bon, après on te dit, bon, l'IRM, finalement on va faire une biopsie, la biopsie, écoutez, il y a des métastases, on va voir combien ils sont développés, mais toi déjà dans ta tête, tu dis, il est vivant, après tu dis, il est 10% mort, après 20% mort, il est encore vivant, mais déjà il est 90% mort. Quand on te dit, les métastases sont généralisées dans tout le corps, dans ta tête, tu es déjà préparé. Mais ça n'a rien à voir avec un jeune, qui a 20 ans, il te dit, papa, je vais acheter des clopes, il sort, il ne revient pas. La police, elle vient le lendemain, il dit, voilà, venez reconnaître le corps, tu dis, c'est pas possible. C'est-à-dire quoi? C'est que ta tête, elle n'a pas pu se préparer. Donc c'est quoi un choc? Un choc, c'est que ton esprit n'a pas pu fabriquer l'image mentale dans laquelle ton présent va s'inscrire. Ça va? Toi, tu t'es préparé qu'on va te dire il est mort. Donc ton esprit, c'est... Mais comme tu t'es pas préparé, tu peux avoir un choc. Vous me suivez ou non? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu dis que tu es inadapté, que tu es choqué, c'est-à-dire que tu n'es pas choqué de la réalité. Tu es choqué du fait que cette réalité, elle n'a pas été préparée, elle n'a pas eu de préliminaire, elle n'a pas eu des terrains émotionnels pour pouvoir rentrer dans ta tête. Vous suivez cette logique-là? C'est ce qu'il a dit Rashi. Chez Nidma, Beliba, elle s'est imaginée dans son cœur, chez Zebarala, que c'est son mari. Mais je comprends pas, mais le contraire. C'est bien, c'est son mari, non? Donc ça veut dire, écoutez bien, c'est-à-dire que comme elle s'était, parce que c'est difficile de laisser partir son mari pour étudier la Torah pendant 13 ans, c'est dur.
Mais comme elle s'était bien conditionnée que son mari n'était pas là, donc elle s'était conditionnée pour accepter l'absence de son mari, donc elle n'était pas prête à la présence de son mari. Donc c'est la présence de son mari qui l'a tuée. D'accord? C'est comme toi, Chazvé Shalom, un jour tu tombes sur un texto et tu vois que ta femme elle te trompe depuis 6 ans. Tu appelles le rabbin, tu lui dis, monsieur le rabbin, le monde s'écroule. Je sais pas avec qui je suis marié, je sais plus. Moi j'en ai entendu plein malheureusement au téléphone. Il me dit, mais Rav, je sais plus qui est mon mari. C'est qui, mais je sais pas. Mais il m'aime pas, il me trompe, il me ment tous les jours. Alors ça veut dire quoi? C'est des années qu'il va, il a rendez-vous, il a une double vie. Il a eu 2 enfants avec l'autre. Je sais qui il est. Je sais pas qui il est. Tu vois ça veut dire quoi? C'est une perte de repère. Le monde il s'écroule. C'est comme si ton beau-frère, ça fait 27 ans qu'il prend dans la caisse et toi tu savais pas. Et tous les mois il te dit, j'ai pas de quoi te payer. Et lui il change des voitures et toi tu dis, bon on est associés, qu'est-ce que tu veux? Nia. Toi tu comprends pas. Et un jour l'expert comptable il vient et te dit, écoute, il faut que je te dise la vérité. Parce que là j'ai attrapé une maladie, il faut que je te dise la vérité. Voilà les comptes, voilà ce qui se passe. Ton beau-frère il t'embrouille depuis 25 ans. Et toi, tu n'es même pas parti une fois en vacances. Et lui, il déchire. Il déchire 4 appartements à Natania, 5 appartements. Et toi, tu es encore dans le HLM là-bas, tu es en train de, avec les gouttes qui tombent, tu dis, si Dieu veut, le mois prochain. Et lui, il est tranquille. C'est quoi l'idée? C'est qu'en fait, c'était devant toi, mais tu as refusé de voir. C'était ton criard. Tu dis, c'est pas possible, c'est pas possible. Pas mon beau-frère. Pas mon père. J'ai vu un type comme ça. Il a passé 2 mois de prison. Je dis pourquoi t'as fait 2 mois? Il dit j'ai fait 2 mois parce que c'était mon père qui a fait des embrouilles. Et comme je voulais pas que ce soit lui, j'étais à sa place. J'ai tout pris sur moi. Je dis alors ça va? Il m'a dit ça va pas. Parce qu'en fait il avait 1,5 million d'euros de dette. Il m'a dit je bosse comme un malade, j'ai déjà remboursé 730 000 euros. Il me reste encore un paquet. Je dis ton père il s'est calmé. Il dit non, il continue à faire des embrouilles. Mais c'est la mafia qui le cherche parce que c'est de l'argent à eux. Et toi, je lui dis, ben moi je suis son père, moi je suis son fils, qu'est-ce que je peux faire? Je dis, mais c'est grave, le mec il se jette dans le ravin. Comme... Mais vous êtes encordé. Donc tu sais que quand il va arriver à ta hauteur, tu vas plonger avec. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu coupes la corde ou tu plonges avec? Tu dis, mais c'est mon père, d'accord. Mais il est fou. Il est fou. Qu'est-ce que je dois faire? C'est une mise de mourir. Vous comprenez cette logique-là? Mais c'est quoi l'idée? C'est que ce choix-là, cette question-là, elle vient de Dieu. Dieu, il te pose la question. Maintenant, le problème, c'est que la question, elle est toujours adaptée à toi. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait le Yetzer Hara? Il fait ce qu'on appelle Bilboul Da'at. Il t'embrouille pour que toi, tu ne puisses pas répondre à la question. Maintenant, toutes les questions ont des réponses. Des fois, c'est des questions qui te tuent. Moi, une fois, un type est venu chez moi. Il m'a dit, Rabéria, j'ai un très gros problème. C'est que je sais que la femme de mon copain, elle trompe son mari. Alors, est-ce que j'ai une mitzvah de lui dire ou non? Et moi, je le regarde comme ça. Et moi, la veille, j'ai reçu sa femme à lui, qui est venue me dire qu'elle trompait son mari. Donc, on a les deux la même question. Je sais pas si vous... Il est comme ça. Ah, mais est-ce que je dois lui dire? C'est un ami à moi. Et je sais que sa femme le trompe. J'ai les preuves, j'ai les trucs, j'ai tout. Je dois lui dire ou non? Est-ce que je laisse vivre comme ça dans l'illusion? Ou je dois lui dire la vérité et je risque de détruire un couple? Parce que peut-être qu'elle peut s'arranger, elle peut faire des choix, je ne sais pas. Et moi, je le regarde à lui. Et moi, je connais lui et sa femme et l'amant. Je les connais les trois. Voilà l'ambiance. Je dis question pour lui, question pour moi, question pour un champion. Qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, ces questions-là, elles ont des réponses. Maintenant, on peut répondre à n'importe quelle question. En vérité, le problème, c'est pas la question. Le problème, c'est dans quel état d'esprit tu abordes la question. Vous me suivez ou non? Le Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il fait? Il fait Bilboul Da'at. Il fait que tu t'embrouilles, tu mélanges les émotions, les nerfs, le stress. C'est pour ça que tu n'arrives pas à répondre à la question. Maintenant, toi, devant une question émotionnelle, tu dois avoir ton esprit clair. Devant une question intellectuelle, tu dois avoir ton esprit clair. Maintenant, si tu perds ta clarté d'esprit, ça veut dire que le Yetzer Hara, il a gagné. Et là, je vous le dis. Vous savez, je vois un chef cuisinier goy, il m'a dit, Monsieur Benchetrit, avec une goutte de jaune d'œuf, on peut faire une mayonnaise d'1 mètre. C'est un très grand enseignement. Oui? C'est-à-dire qu'à force de battre un petit problème, on peut en faire un gros problème.
savez que la maladie la plus développée dans le monde, c'est la PDT, en anglais, PDT. Qu'est-ce que PDT? PDT. Pomme de terre, perte de dents, prise de tête. C'est la prise de tête. La prise de tête est la maladie la plus développée dans le monde, qui souvent génère de la perte de temps et qui te rend la tête comme une patate. Prise de tête, patate, pomme de terre, ouais, c'est logique. Maintenant, donc c'est quoi l'idée? C'est que le Yitzhara, il fait comme ça, il fait vraiment ça. Il te prend la tête. Ça me prend la tête. J'arrive plus à réfléchir. J'ai la tête prise. Toi, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois garder ta tête libre. C'est pas facile. C'est pour ça qu'on a un cerveau. C'est pour ça qu'on a du recul. C'est pour ça qu'on a des systèmes d'amortissement émotionnel pour pouvoir garder la tête claire. Parce qu'il te faut une réponse claire. Ouais, ton fils il est là, il faut que tu aies une réponse. Ta femme elle est là, il faut que tu aies une réponse. Ton mari il est là, il faut que tu aies une réponse claire. C'est pas facile d'être clair. Mais l'idée de ça, c'est ça. C'est lui, c'est l'embrouille. C'est l'amalgame, c'est l'angoisse, c'est mélanger l'émotionnel, l'intellectuel, les nerfs, le stress, la rancune, la méchanceté. Tu dis, mais c'est ça le problème. C'est pour ça que les gens ils posent la question à un tiers. Parce que le tiers, a priori, il est en dehors du problème. Donc il peut régler le problème intellectuellement. Mais toi, tu es pris émotionnellement, donc tu n'arrives pas à raisonner parce que tu es pris émotionnellement. Donc ça veut dire qu'il faut que tu réussisses à faire de ton problème un problème étranger pour pouvoir le gérer comme si c'était le problème de quelqu'un d'autre. Quand tu le regardes comme le problème de quelqu'un d'autre, tu as enlevé l'émotionnel. Quand tu as l'émotionnel, il reste que l'intellectuel. L'intellectuel, c'est technique. Technique, c'est facile. Tu dis, moi, mais des fois, on a du mal à se séparer, à prendre du recul. C'est ça la différence entre les adultes et les enfants. C'est pour ça que dans les cascades, vous savez, quand vous voyez un type qui se jette d'une falaise dans un film, vous le voyez sauter, hein, c'est pas un montage numérique, il saute, comme ça, il fait « Ah !» Tu le vois qu'il saute, tu vois la falaise, tu le vois qu'il saute. En fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils filment la plage en bas, on voit le par terre, après ils filment le mec quand il saute. Maintenant, après, quand il est dans l'air, tu sais pas, toi, qu'en bas, ils ont mis un truc pour amortir. Après, il tombe. Oui, ils le filment pas quand il est par terre. Après, ils enlèvent tout, ils le remettent par terre sur la plage comme ça, ils mettent un peu de jus de tomate. Et toi, qu'est-ce que tu vois? Tu vois un mec qui a sauté, qui est par terre et qui est mort. Entre les deux, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait... Alors, si tu mets un matelas, il va rebondir jusqu'en Angleterre. Si tu mets un filet, on ne l'a jamais retrouvé, coupé en tranches. Un petit morceau de bibli, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on fait? Écoutez bien, on met des cartons. On met des cartons, et sur les cartons, on met une toile en plastique. Maintenant, quand tu tombes, qu'est-ce qui se passe? Le carton, il s'écrase. Le deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, ils ont calculé. Mais je ne comprends pas, le carton, il fait 4 mm. Comment le carton, il va me retenir? Moi, je fais 80 kg. Quand je tombe de 200 mètres de haut, j'arrive à 100 km/h, comment le carton, il me retient? Alors, je te dis, c'est pas le carton qui te retient. C'est l'air qui est dans le carton. Alors, encore moins maintenant. C'est quoi l'air? L'air, c'est Ruach. Ruach, c'est Revar aussi. Revar. Revar, c'est l'espace. Ruach, c'est l'esprit. Et c'est l'air. Donc maintenant, de la même manière que, en fait, le choc, il va être arrêté. Là tu arrives à 100 km/h. Là, tu arrives à 99, à 90, à 80, 60, 50. En fait, quand tu arrives au dernier carton, tu es à 20 km/h. 20 km/h, tu peux absorber. Bon, c'est encore. Bon, tu peux avoir un petit bleu. Oui. Maintenant, tu prends le contraire. Là, il était en horizontal. En vertical, tu le mets en horizontal. Surtout, l'autre, il va rentrer dedans maintenant. Je le sens. J'ai fait une grosse gaffe. Ou là, mon patron, il veut me déchirer. Ou là, où j'ai fini. Donc, il va arriver. Maintenant, moi, je peux mettre les cartons. Je peux mettre des séquences. Je crois en Dieu. Mon cerveau, il relativise la gravité. Je sais de toute façon que je vais le faire. J'aime mes enfants. Je vais m'en sortir. Je suis le client. Je suis le truc. Je vais créer des espaces. Je crée les cartons. Donc, c'est moi qui décide combien. Ça veut dire que je ne peux pas décider de l'événement, parce que c'est le bon Dieu qui l'envoie, mais je peux décider de l'impact de l'événement. C'est moi l'impact. Je décide combien il va impacter. Boum. Et ça, c'est un grand enseignement de Rav Mohammed. Je ne sais pas si vous l'avez enseigné. Je ne l'ai jamais donné? Rav Mohammed, vous ne l'avez pas connu. Un jour, j'avais un Mohammed chez moi. Bon. Si je dis Mohammed, ce n'est pas du Lachon arabe, parce que je ne peux pas savoir qui c'est. Bon. Et Mohammed, je ne l'appelle pas encore Rav, parce que je n'ai pas encore eu l'enseignement, il devait casser un mur chez moi, c'était un maçon, il devait casser un mur. Maintenant le mur il fait 2,50 m de haut et 4 mètres de long. Moi je suis talmudiste, j'ai dit comment je casse un mur comme ça? Je fais un trou au milieu et j'agrandis le trou petit à petit jusqu'à ce que je casse le mur. Lui pas du tout, professionnel, expérience, Mohammed, qu'est-ce qu'il fait? Il prend une masse, il va au bout à droite, il tape en haut. Bam! On voit rien sur le mur. Il tape en bas. Bam! On voit rien. Il va de l'autre côté à gauche. Il tape en haut, il tape en bas. Il n'y a toujours rien sur le mur. Je dis, qu'est-ce qu'il fait? Il a du temps à perdre ou quoi? Et d'un seul coup, il tape en plein milieu, tout le mur il tombe.
J'ai regardé ça, j'ai dit, Shkoyer. Je dis, Rav Mohamed, Chazak ou Baruch. Il m'a dit, vous voulez devenir maçon? J'ai dit, non, ça n'a rien à voir. Je dis, vous m'avez appris une grande chose. Il m'a dit quoi? Je dis, il y a des gens, ils prennent des coups, et un jour ils craquent. Toi, tu crois qu'ils ont craqué du dernier coup? En fait, ils étaient déjà brisés à cause des coups qu'ils avaient pris avant. Mais les coups d'avant, ils ne se voient pas. Tu n'es pas indemne du divorce de tes parents, du fait que tu as raté 2 fois le bac, du fait que tu es tombé sur un antisémite qui t'a dit va chez ta mère quand tu as passé l'examen du barreau. C'est difficile de rester indemne. Moi, par exemple, qui vous parle, qui est grâce à d'un certain équilibre, une femme extraordinaire, des enfants bien, une maman en bonne santé, vous voyez comment on grave des enfants. Eh bien, je fais très très attention à mon capital moral. Je fais attention. Je maintiens, je dors bien, je mange, je fais des choses qui m'intéressent, je kiffe ma famille, je prends des forces, je passe des bons shabbatots, parce que on ne sait jamais ce qu'on va prendre dans la tête. Mais en plus fort, ça c'est pour c'est top, tu te construis. Mais sur Mera, tu dois savoir mesurer les impacts. Yo là là. Ça c'est un missile sol-sol. Je ne vais pas le prendre dans la tête celui-là. Comprenez ou non? Ça tu peux l'assumer, ça tu peux pas l'assumer, ça je veux l'assumer, ça je dois l'assumer. Soit je peux l'assumer morceau par morceau, celui-là je peux le créer des séquences, je fais ce que je veux avec, c'est moi qui décide. Pourquoi? Parce que si je prends tout en premier degré, mais l'impact il va me fracasser. Et je vois les gens, ils sont détruits. Je les vois, bonjour, tout va bien? Baruch Hashem. Alors, je vais mourir. Mais à part ça, tout va bien? Tout va très bien. C'est dur. Pourquoi? Parce que qui c'est qui peut dire qu'il a une vie facile? Alors encore une fois, je répète. La vie, c'est Mina Shamaim. Le bon Dieu, il t'envoie exactement. Ouais. Le problème, c'est l'impact. Combien? Alors donc on a dit, quelqu'un, il doit avoir un ovétamide, une perpétuité d'être. Comment il va réussir à prendre une perpétuité d'être? Il ne sait pas combien de claques il va prendre dans sa vie. Il ne sait pas ce qu'il va prendre. Alors en vérité, tout ce cours, il se résume à un exemple. Vous avez déjà fait du vélo, non? Vous avez déjà fait du vélo. Le vélo est un phénomène bizarre. Vous savez ce que c'est une bicyclette? La bicyclette, il y a un pédalier qui entraîne une chaîne qui entraîne la roue arrière. C'est ce qui fait que vous avancez. Maintenant, il faut pédaler. Maintenant, imaginez, vous êtes sur une ligne, une route droite, une route de campagne. La route, elle est droite. Au milieu de la route, il y a une bande blanche. Maintenant, vous voyez personne à côté de vous. Vous dites, tiens, je vais essayer de rouler droit sur la bande blanche qui est droite. Au milieu de la bande blanche. Mais c'est compliqué. Pourquoi? Parce que vous êtes à l'arrêt maintenant. Maintenant, de rester au milieu de la ligne quand vous êtes à l'arrêt, c'est facile. Maintenant, vous dites, tiens, je vais le faire en pédalant. C'est plus compliqué. Donc, vous savez, il y a 2 pédales sur un vélo. Quand vous appuyez sur la pédale de droite, le vélo, il part à droite. Quand vous appuyez sur la pédale de gauche, le vélo, il part à gauche. Comment vous allez réussir à rester à droite, sur une démarche droite, alors que le vélo, il part à droite et à gauche? Les gens, ils te disent, c'est facile. Parce que c'est un équilibre entre la pédale de droite et la pédale de gauche. Extraordinaire. Tu vois, là, tu as un pôle émotionnel, là, tu as un pôle intellectuel. Donc, c'est un équilibre entre la pédale de droite et la pédale de gauche. Là, tu as la personnalité de ta femme, et là, tu as la susceptibilité de ton fils. C'est la pédale de droite, la pédale de gauche. Ouais. Là, tu finis avec la musique, là, tu commences avec l'autre musique, tu es DJ. D'accord? Donc, la pédale de gauche, la pédale de droite. Là, tu finis de payer l'appartement, là, tu veux t'acheter la villa là-bas, à Natania. Donc, tu dois jongler. Mais toute la vie, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'il a vu? Toute la vie, c'est comme ça. Toute la vie, c'est ça. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est énorme. C'est qu'il faut que tu perpétues une sérénité dans un mouvement. Or, en général, la sérénité, c'est beaucoup plus facile à l'arrêt qu'en mouvement. Mais d'un autre côté, quand il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de vie. Ton couple, il évolue. Ta femme, elle évolue. Tes enfants, ils grandissent. Toi-même, tu vieillis. Le marché, il est différent. Le produit, tu l'as saturé. Le client, il ne peut plus voir ta tête. Le design des trucs. La maison, elle prend de la poussière. La peinture, elle se décolle. Tout vit. Tout bouge. Donc toi, il faut que, maintenant, vous avez compris, il faut que tu te déplaces et que ce mouvement, il soit droit, avec sérénité, en jonglant sur tous les pôles que tu contiens. Maintenant, n'ayez pas peur. Baruch Hashem, pour les 3/4 d'entre nous, on le fait tous les jours. Comme je vois des gens ici, écoutez, je suis dépassé, je n'y arrive plus. Non, ça c'est une arme du Yetzer Hara. Mais si quelqu'un il fait le contraire, il dit, écoute, je suis capable de le faire. Déjà, je crois en Dieu. Le bon Dieu est un chamelier et le chamelier connaît ses chameaux. Donc il t'envoie exactement la charge que tu peux porter.
Deuxièmement, il faut autant d'énergie positive pour régler un problème que d'énergie négative pour le faire durer. Donc tu peux choisir ou de faire durer un problème ou de le régler. Troisièmement, les outils qui sont nécessaires, ou ils sont en toi, ou le bon Dieu te les propose. Maintenant, des fois, il va te les proposer chez des gens qui sont proches de toi. La seule différence maintenant, c'est l'amour-propre qui t'empêche de les utiliser. Donc tu sais que comme tu te rappelles du code pour ouvrir ton compte, ouais, il faut que tu te rappelles du code pour avoir un lien avec ta femme ou avec ton mari. C'est un code, c'est un login. Tu essayes le marteau, le chalumeau, ça ne marche pas. Il suffit de faire le code. S'il te plaît, chérie, mon amour, hop, ça s'ouvre. Espèce de hamara, tu comprends rien, ça s'ouvre pas. T'as beau essayer, hamara, idiote de tunisienne, hamara de marocaine, ça marche pas. Il faut que tu lui dises, bonsoir, mon amour, je t'aime, peux-tu m'aider? Et voilà, et ben, y a pas de problème. Je suis là pour toi. Je suis là pour toi. C'est facile? Ah non, c'est pas facile. Et pourquoi je dois demander? Eh bien l'année prochaine, c'est toi qui vas coucher pour elle. Rec. Si tu n'arrives pas à coucher un compliment, comment tu vas coucher un bébé? C'est impossible. Donc c'est bien. Donc qu'est-ce qu'il a fait le bon Dieu? Il t'a montré qu'il y a des choses qui sont nécessaires pour toi qui sont chez ta femme et des choses qui sont nécessaires pour toi qui sont chez ton mari. Maintenant, donc, tu dois apprendre le code. Le code, c'est quoi? C'est la sérénité. Donc puisqu'on est fait à l'image d'Akadosh Baruch Hu, et que l'homme c'est un présent perpétuel, que Hachem c'est un présent perpétuel, qui s'inscrit sur un seul sujet, oui, mitzadatzmo par rapport à lui-même. On a développé maintenant que c'est la même chose pour l'homme. Ça va? Alors sachez que plus on va vers la fin des temps, plus les choses elles vont être pas claires, elles vont être floues. Donc on aura encore plus besoin de sérénité. Donc aujourd'hui, on a besoin de clarté, on a besoin de sérénité, on a besoin de Torah, on a besoin d'amour, on a besoin d'intelligence, on a besoin de finesse, on a besoin de beaucoup de simcha, parce qu'une des armes de Yetzirah, c'est l'angoisse. Beaucoup de Torah, parce qu'une des forces de Yetzirah, c'est l'ignorance. Beaucoup de Imuna, parce qu'une des forces de Yetzirah, c'est le balagan, puisqu'on ne sait pas comment va être la fin des temps. On sait que c'est très proche, mais on ne sait pas comment ça va être. Donc le plus chacham, il se prépare beaucoup. Au pire, il n'aura pas besoin. Ouais. Celui qui ne se prépare pas beaucoup, il sait qu'il va augmenter le niveau du choc puisqu'il n'est pas préparé, et qu'on a vu que le choc, il n'est pas dans la réalité elle-même, il est dans la fragilité qui l'accueille. Ça va? Donc Hachem, il fasse Bezrat Hachem, qu'on puisse accueillir Mashiach avec sérénité, et que tout se passe exactement comme c'est nécessaire. Maintenant, je vous remercie, je m'excuse, j'étais un peu moins marrant que d'habitude. À mon avis, c'est parce que le sujet il est un peu compliqué. D'ailleurs, vous avez vu que je n'ai pas tourné la page. Vous avez vu ou non? Il est resté comme ça à la feuille. Parce que j'ai dit, si je fais tout, on va faire Shacharit ici. Donc, Baruch Hashem, Chazakou Baruch encore une fois. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, l'affiche et le programme étaient tellement majestueux que Baruch Hashem Rav, ils sont venus de partout, de la région parisienne et d'ailleurs même de Boulogne avec Claude Baruch et tous ses amis. On vous souhaite à tous la bienvenue. S'il vous plaît, ne bougez pas. Vous avez une Séouda qui vous attend à la salle des fêtes. Donc, et aussi suivi d'une tombola au profit de la Yeshiva Am Or à Jérusalem du Rav Gabriel Dayan. Le premier prix, vol aller-retour bien sûr en Israël avec le transfert à Naharia pour un rendez-vous avec Rabbi David Abou Asera Shlita. Le deuxième prix, un coffret de 3 livres, 613 mitzvot, reliure cuir personnalisé avec la bénédiction de Rabbi David Abou Asera Shlita. Le prix du billet d'Atombola, 10 €, je vous promets, il n'y en aura pas pour tout le monde, profitez-en. Et je voudrais qu'on applaudisse le Rav et on lui donne rendez-vous, non pas dans 10 ans, mais dans très bientôt, si Dieu le veut. Que le bon Dieu vous bénisse et vous protège. C'est à vous tous. Amen.